Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Incorrectibles, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et à nous mettre des pouces levés. Continuez, ça nous fait un plaisir immense. Alors, mon invité ce soir est médecin, spécialiste en santé publique, statisticien et épidémiologiste. Il a fondé la start-up Public Health Expertise, j'espère que je prononce bien, qui dans les domaines de la modélisation mathématique, du dépistage précoce et de la thérapie génique est réputé internationalement, mais surtout, il vient de publier le livre Méga Gâchis, histoire secrète de la pandémie aux éditions du CERF. Il y retrace la gestion de la crise sanitaire, nous livre son analyse des dynamiques de l'épidémie de Covid-19, révèle la réalité du système de santé français et, fait notable, relate son combat contre la technocratie. Martin Blachier, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver puisqu'on avait eu la joie de vous avoir dans une vie médiatique antérieure. Alors, cher Martin Blachier, avant d'aborder ce dernier livre, je le rappelle, donc intitulé Méga Gâchis, histoire secrète de la pandémie, qui est paru début mars 2022 aux éditions du CERF, j'aimerais tout d'abord, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur vous et votre parcours. J'ai coutume de le faire avec tous mes invités pour que ceux qui nous écoutent puissent mieux vous connaître. Car finalement, on vous voit souvent à la télévision, plus de 1200 fois ces 2 dernières années, comme vous le soulignez dans votre livre, mais on vous connaît plutôt peu, alors même que vous êtes devenu une véritable figure médiatique et petit à petit, il faut bien le dire, une figure de plus en plus incorrectible. C'est pourquoi on est ravis de vous recevoir. Nous allons donc évidemment le constater une fois de plus encore, je l'espère ce soir. Alors pour commencer, et aller rapidement au cœur du sujet, vous êtes né en 1985, vous avez donc 36 ans aujourd'hui, et vous avez fait des études de médecine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Pour débuter cette interview, question simple, mais que je trouve toujours intéressante de poser, pourquoi avoir choisi la médecine avant même de parler de l'épidémiologie ? Bon, la médecine, c'est une vocation. C'est une vocation générale qui vient assez jeune. C'est rare qu'on se décide sur le tard à vouloir faire médecine. Et c'était l'intérêt déjà pour la science, que je venais d'une famille de scientifiques. Et puis, la mission. La mission, une idée assez... une image assez idéaliste, en fait, de la médecine. Et j'ai eu un accident quand j'avais 14 ans de vélo. Je suis retrouvé à l'hôpital. Et puis, j'ai trouvé que c'était un métier d'une grande noblesse. Et ça m'a tout de suite attiré. Donc après, j'ai voulu être chirurgien. Puis après, je n'ai pas aimé le bloc opératoire. J'ai voulu être oncologue. Et puis finalement, je trouvais que la science était toujours, pour moi, avec ma personnalité, plus intéressante que la pratique. Et donc, j'ai voulu garder une vision assez conceptuelle des choses. Et c'est pour ça qu'après, j'ai choisi de ne plus faire de clinique et de faire de la santé publique. Alors, juste un mot, Martin Blachier, on va y revenir, juste une petite parenthèse. Comment vous aviez vécu les accusations sur lesquelles, à un moment, on disait, certains, évidemment, pour vous calomnier, disaient que vous n'étiez pas médecin? Ça vous a touché ? Non, ça ne m'a pas du tout touché. Et j'ai compris que les gens avaient une définition très particulière de la médecine, qui est d'être au lit du malade. Et ça ne m'étonne pas, parce que je sais que je fais un métier que personne ne comprend. Ça fait 10 ans que dans les soirées, je switch de sujet pour ne pas avoir expliqué ce que je fais parce que c'est trop compliqué. Alors maintenant, c'est un petit peu plus simple, mais ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas étonné. Au contraire, je me disais, ça prouve qu'on porte de l'intérêt à ce que je dis. Alors, on lit souvent, donc ça c'est la mise au point qui est faite, on lit souvent que vous êtes donc titulaire d'un master en stratégie et management des industries de santé à l'ESSEC, une grande école de commerce française pour les gens qui nous écoutent. Cela est également parfois utilisé contre vous. Pourquoi avoir suivi cette formation et surtout qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui? En quoi ça vous a été utile? Moi j'ai toujours été fasciné par le monde du privé, et parce que je viens d'une famille qui était du public. Ma mère était principale de collège public et mon père était chercheur dans le public. Et on ne parlait que du public à la maison. Et le privé m'a toujours fasciné parce que pour moi, c'était la liberté, c'était l'aventure, c'était le risque. Et très, très rapidement, j'ai pas eu envie de travailler dans le milieu public. Je trouvais parfois un petit peu rance. et donc, assez naturellement, pendant mes études de médecine, quand j'ai pu aller à l'ESSEC, parce que l'avantage, c'est qu'on pouvait s'inscrire sur dossier à l'ESSEC, je l'ai fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est le monde de l'entreprise qui permet de tout tenter et de demander l'autorisation à personne en fait pour faire les choses. Et j'ai adoré ce que j'ai appris à l'ESSEC et puis j'adore travailler dans le monde privé depuis ce temps-là.
Alors, vous êtes très rapidement spécialisé dans les statistiques médicales et dans ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'épidémiologie, un terme inconnu par le passé, mais qu'on lit aujourd'hui sur toutes les lèvres évidemment. Alors pourquoi, Martin Blachier, vous êtes spécialisé dans ce domaine particulier des sciences médicales et pas dans un autre ? Je vous dis, moi je voulais rester dans la médecine relativement conceptuelle et vous n'avez pas beaucoup de choix. Soit vous faites de la recherche hyper fondamentale, de la biologie, de la biochimie, de la génétique, ce genre de choses, soit vous allez sur des choses qui sont beaucoup plus populationnelles, où vous dézoomez, et c'est l'étude de santé des populations. Donc je me suis renseigné pendant mon externat. C'est ça, donc vous pouvez nous expliquer ce qu'est en détail l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est pas la médecine qui s'occupe d'une seule personne, c'est la médecine qui s'occupe des groupes. En gros, c'est comment je vais améliorer la santé de ma population et pas la santé de mon malade. Donc c'est exactement ce qui était en cause là pendant cette pandémie, c'était d'avoir un aspect collectif dans la réflexion. Et l'épidémiologie est une des spécialités qu'on étudie quand on fait cette santé des populations qui est la santé publique. C'est la partie un petit peu analyse de données en fait de cette santé publique. Mais est-ce qu'il y a des maladies dont vous êtes quand même plus particulièrement spécialiste ou c'est vraiment général ? Non, c'est général. Après, dans la santé publique, vous avez toutes les maladies qui sont liées à l'environnement, les maladies qui sont liées aux germes, aux microbes, aux virus, qui sont particulièrement étudiées. Mais aujourd'hui, il y a le cancer, il y a les maladies rares. Donc non, je fais vraiment de tout. Et outre la maladie de la Covid-19, quelles sont les épidémies, les maladies qui vous ont marqué au cours de votre carrière ? Aujourd'hui, dans notre domaine, ce qui nous marque le plus, c'est le cancer. Le cancer, c'est la maladie du 21e siècle, c'est la maladie d'aujourd'hui, c'est-à-dire des cellules qui se rebellent et qui dérèglent leur cycle cellulaire pour pouvoir prendre le contrôle sur le corps, et c'est la maladie la plus complexe. Parce que la cellule cancéreuse est extrêmement intelligente, elle arrive toujours à se dérober à tous les mécanismes qu'on lui met en face d'elle, donc c'est vraiment un monde en soi, le cancer. C'est probablement le monde de demain. C'est quasiment une médecine en fait à part, et donc c'est ça qui est le plus passionnant aujourd'hui. On a encore plein de choses à apprendre. Hein. C'est encore toujours plus, et les cellules échappent toujours. Donc c'est ça qui me marque le plus aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites là parce que on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des points communs entre les différentes maladies, notamment évidemment la Covid-19, le SARS-CoV-2, donc le virus, et les autres maladies infectieuses que vous avez étudiées au cours de votre carrière ? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui les relie ? Il y a la grippe, qui est très très proche de la Covid. Je dirais que c'est la grande pathologie qui s'en rapproche et qu'on a tous beaucoup étudiée. Après, on a l'impression que la grippe, elle n'existe plus trop là. Ouais, non, parce que la grippe, en fait, finalement, la Covid-19 a un petit peu supplanté la grippe, mais ça a beaucoup de points communs. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, tous les réflexes qu'on avait sur la grippe, on les a appliqués à la Covid-19 pour le bon et pour le meilleur, mais quand même pour le meilleur, parce que c'est ce qui s'en rapprochait le plus. Vous aviez participé, avant la Covid-19, à la gestion de crises sanitaires, d'autres crises sanitaires ? Pas du tout. Les crises sanitaires, normalement, c'est vraiment du domaine du monde public. Et puis, nous, la dernière crise sanitaire, on était encore des ados ou des bébés. Donc, non, c'était l'étape du feu. Et d'ailleurs, on est rentré dedans de façon assez anecdotique, finalement. Et puis, comme on avait développé une compétence qui s'avérait être beaucoup plus développée chez nous qu'ailleurs, on s'est retrouvé au centre du jeu, mais de façon totalement surprenante, quoi. On a été les premiers étonnés d'être autant au centre du jeu. Alors, c'est le paradoxe, parce que vous parliez un instant du cancer, mais finalement, la Covid-19, c'est peut-être pas la plus dangereuse des maladies que vous avez étudiées, c'est celle dont on a le plus parlé, mais c'est loin d'être finalement. Encore une fois, ça dépend vraiment. Si vous êtes à l'échelle individuelle, évidemment, c'est pas du tout dangereux, mais comme moi, je m'occupe des populations, c'est vrai qu'à l'échelle des populations, la première vague, c'était quand même quelque chose. Donc, c'est rare que vous ayez quelque chose d'aussi violent qu'une première vague de Covid-19 dans le monde de la santé, dans le monde sanitaire. Donc c'était quand même un phénomène incroyable. Enfin, rapporté, aux morts du cancer, est-ce qu'on était... j'ai pas les chiffres, moi, évidemment, ça n'a rien à voir, en fait. Si vous voulez, le cancer... Chaque année, il y a combien de morts du cancer ? Oui, mais le cancer, en fait, c'est quelque chose qui s'étale. D'ailleurs, la Covid-19, c'est pas un problème que ça va tuer toute la population. C'est un problème, en fait, de brutalité du phénomène. Il n'y a aucune maladie qui vous remplit, à part l'explosion d'une centrale chimique ou alors une catastrophe naturelle, qui vous remplit vos services de réanimation en une semaine. C'est quelque chose d'inédit. Il faut quand même avoir cette idée-là en tête, même quand on veut parfois relativiser ce qu'est la Covid-19. Est-ce que l'épidémiologie, est-ce qu'elle mesure, est-ce que c'est une discipline vraiment fiable, honnêtement ? Est-ce que c'est... Non, mais c'est une question un peu... Non, mais en fait, l'épidémiologie, c'est pas ce que nous on fait. L'épidémiologie, normalement, c'est l'étude des données passées. C'est-à-dire que vous enregistrez des données sur le terrain et vous les analysez. Nous, ce qu'on fait, c'est de la simulation.
La simulation, c'est quelque Et ils chose... se trompent jamais, les simulations. Bien sûr que si, elles se trompent toujours. Une simulation, c'est hasardeux par nature. Ouais. La météo, c'est hasardeux. Étudier le déplacement des troupes sur le terrain avec des satellites pour essayer de savoir ce que va faire l'ennemi, c'est hasardeux. Essayer de comprendre une réaction chimique à l'avance, c'est hasardeux. Donc tout ça, ce sont des choses qui tâtonnent l'avenir et qui essayent de faire des scénarios en fonction de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Mais c'est toujours hasardeux. Mais on peut vraiment se fier au modèle mathématique, il y a une statistique justement de à quel stade on peut un petit peu... Enfin, si vous parliez de la météo, la météo, je sais pas, on peut dire peut-être à 70% c'est fiable ou pas. Là, vous avez... Mais ça, on le quantifie en fait. Quand on fait une modélisation, on dit ce sera entre ça et ça. Le problème, c'est quand l'intervalle est tellement large qu'en fait, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est d'avoir un intervalle qui est suffisamment resserré sur votre prédiction pour que ça ait un intérêt pour les gens qui prennent des décisions. On avait quand même une certaine... on a quand même prédit des choses qui ont paru exactement comme on l'avait imaginé. Mais quand on dit il y aura une seconde vague, fallait quand même le prédire, alors que tout le monde pensait que c'était terminé. Quand on dit à certains moments la date du moment où l'épidémie va refluer, c'est quand même des prédictions qui ont une valeur. Après, vous pouvez vous tromper sur la hauteur de certains pics et des choses comme ça, mais vous avez quand même des tendances qui se dessinent, que vous anticipez et qui finalement se vérifient. Là, je m'adresse plus aux statisticiens plutôt qu'aux médecins. Par exemple, sur le réchauffement climatique. Est-ce que, par exemple, les modélisations, elles sont vraiment fiables? Parce que c'est un peu la martingale qu'on nous sort. Moi, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a des tendances qui sont fiables. Maintenant, les données en absolu, la température et les conséquences que les changements de température auront sur nos modes de vie, je pense qu'il y a quand même une certaine latitude sur ce qui va se passer. On n'en est pas certain. Après, il y a une autre chose qui peut arriver, c'est quand vous avez un paramètre que vous ne connaissez pas aujourd'hui et qui peut intervenir dans l'équation. Et ça peut faire que vos prédictions, pour le coup, sont totalement fausses. Typiquement pour l'épidémie de la Covid, la saisonnalité. C'est-à-dire que c'était un paramètre qui était tellement important que de ne pas l'avoir pris en compte, ça a complètement faussé nos prédictions au départ. Et alors c'est intéressant parce que justement, on parle que de mathématiques là. Là c'est plus une question philosophique que j'ai envie de vous poser. Vous regrettez pas cette mathématisation du monde, non ? Moi, je trouve ça un peu ridicule ce débat. Pour être honnête, je veux dire, est-ce que vous regrettez d'avoir des voitures ? Est-ce que vous regrettez de pouvoir utiliser un téléphone cellulaire ? Enfin, donc c'est que pour le bien, quoi. C'est un outil qui nous permet d'améliorer, de faciliter notre vie. Donc, c'est tout abordé de manière statistique. C'est un paramètre parmi tant d'autres. On n'est pas du tout obligé de tout aborder de façon statistique. Il y a les gens qui peuvent vivre différemment. Maintenant, c'est quand vous mettez ces outils à disposition, tout le monde en veut. Donc ça prouve que ça a quand même une utilité. Donc après, il pourrait y avoir des grands débats philosophiques. Maintenant, ces gens-là, s'ils devaient s'en passer quand ils en ont besoin, je ne sais pas s'ils auraient une vision aussi philosophique des choses. Vous n'avez pas l'impression que le quantitatif prend parfois le pas sur le qualitatif ? Si, mais vous savez, c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'au début, tout était qualitatif parce qu'on ne comprenait rien. Et puis au fur et à mesure, vous comprenez, ça devient quantitatif. Mais les nombres et les chiffres sont quand même un bon outil pour appréhender les choses. C'est pour ça qu'on les utilise. Et les gens qui font du qualitatif, parfois ont de bonnes intuitions, mais ils disent aussi beaucoup de conneries parfois. Alors, Martin Blachier, donc ça c'était pour la petite introduction. Donc, vous êtes médecin, on le rappelle évidemment, on ne cesse de le dire, évidemment, mais vous êtes donc également, vous l'avez dit, vous avez fait l'ESSEC, une école de commerce, vous êtes également chef d'entreprise, notamment, je l'ai dit, de Public Health Expertise, donc une start-up que vous avez fondée, qui est internationalement reconnue. Vous avez dirigé ou co-dirigé plusieurs entreprises dans le domaine justement de la médecine. Est-ce que vous vous considérez d'abord comme un chef d'entreprise ou d'abord comme un médecin ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je me considère d'abord comme un chef d'entreprise. Parce que je pense plus souvent à mes équipes, je pense plus souvent à l'avenir des projets qu'on fait qu'à des considérations purement médicales, tout simplement parce que c'est mon quotidien, c'est ma vie, quoi. Du temps vous consacrez à l'un et à l'autre à peu près Ça change dans le temps. Si vous voulez, au début, quand on était deux dans l'entreprise avec Henri qu'on a créé, on pensait surtout au projet, à la médecine, à des sujets très médicaux. Henri, c'est mon associé, c'est un autre médecin brillantissime avec qui j'ai créé Public Health Expertise. Et aujourd'hui, on est sur des problématiques beaucoup plus de gestion d'équipe, parce que les gens qui font les projets ils travaillent pour nous. Et donc nous, on essaie de réfléchir à comment on peut développer, comment on peut encore agrandir nos possibles, plus aider la société, qu'elle soit privée ou publique. Donc oui, aujourd'hui, je suis plutôt chef d'entreprise et je suis plutôt à penser à la vie de l'entreprise qu'à des sujets purement médicaux.
Alors, je vous garantis qu'il n'y a pas d'arrière-pensée malveillante à la question suivante. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut réellement mener de front, voire simultanément, des activités de recherche et des activités lucratives? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, chacun est libre d'interpréter ce qu'on fait avec... Vous comprenez quand même ceux qui ont évoqué des conflits d'intérêts? Mais bien sûr. Mais des liens d'intérêt, tout le monde en a. Ça peut choquer des gens quand même. Non, mais c'est une question de l'indépendance. Si vous prenez la notion philosophique, l'indépendance, ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'est totalement indépendant. En fait, votre cerveau n'est que le fruit d'un certain nombre d'informations que vous avez collectées et d'influences que vous avez reçues. Maintenant, il faut se rendre compte ce qu'est la personne et quelle est sa sphère d'influence. Est-ce que ça veut dire que ce qu'elle dit n'a pas d'intérêt? La question que les gens doivent se poser, c'est est-ce que parce que Martin Blachier travaille avec le monde du privé, ce qu'il dit n'a aucun sens et forcément biaisé? Et c'est toute la question des conspis aujourd'hui. Plein de gens viennent me dire avec des théories conspirationnistes, ah, mais tu te rends compte ça? Je dis bah oui, et alors? Et en fait, ils n'arrivent pas à aller à l'étape d'après. Et c'est le problème en fait des théories conspirationnistes aujourd'hui, c'est que les gens voient des liens et tout de suite ils s'arrêtent. Mais en fait, tout le monde sait qu'il y a des liens. J'ai envie de dire, pour moi, les conspis aujourd'hui sont les gens les plus naïfs de la société. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'existence. Vous parlez de liens d'intérêt, conflit d'intérêt. Moi, j'ai envie d'aborder la question. Après, le conflit, c'est personnel. C'est-à-dire, est-ce que nous, on a, parce qu'on travaille avec le privé, changé notre discours sur l'épidémie? Moi, je vous dis que non. Voilà, moi, je vous dis que non. Non, mais vous en particulier, mais ça ne veut pas dire que d'autres le font. Après, chacun est libre. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces conflits d'intérêts? Parce que, excusez-moi, là, pour le coup, il y a eu pas mal de médecins de plateau dont on a vraiment ouvertement, on ne va pas les nommer, pour pas avoir procès en diffamation, mais il y en a où il y avait de manière flagrante des conflits d'intérêts, on l'a découvert après, quoi. Et le discours n'était pas forcément aussi C'est la transparence. C'est la transparence. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais caché qui j'étais. C'est vrai. Voilà. Donc ce qui compte, c'est que les gens comprennent qui est Martin Blachier, ce qu'il fait, ce que fait son entreprise, et après on écoute ce que j'ai à dire. Non, mais est-ce que la législation française va assez loin dans ce domaine-là? La législation française, vous savez, dans le monde de la santé, c'est là où elle va le plus loin. Il y a deux mondes où la législation est la plus violente en termes de transparence. Vous n'avez jamais fait face à des conflits d'intérêts, vous, honnêtement? C'est l'industrie de la santé et la finance. C'est les deux mondes qui sont les plus blindés de règles, parce que c'est là où c'est extrêmement important. Donc on est ultra réglementé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel industriel de la santé qui serre la main d'un médecin, il l'écrit sur un papier, il l'envoie. Voilà. Je ne connais pas d'autres secteurs où ça se passe de cette façon-là. Bon, enfin, pardon, la finance, c'est pas forcément l'exemple le plus lourd. Non, mais la finance, malgré tout, on l'a vu récemment encore avec des suspicions vraiment de conflits d'intérêts, notamment d'Orpea, où on a vraiment pointé du doigt un ancien directeur général qui aurait vendu des actions à une période un petit peu regardez la transparence. Regardez la transparence qu'il y a. Aujourd'hui, vous avez n'importe quel dirigeant de l'industrie qui vend 3 actions, toute la planète le sait. Citez-moi d'autres domaines où on sait ça. Je ne sais pas si les journalistes, vous êtes aussi transparents sur vos situations que ne sont les scientifiques. Il y a peut-être moins d'argent aussi. Hein. Non, mais est-ce que je ne connais pas d'autres domaines où il y a autant de transparence. Donc, pour répondre à votre question, la seule manière utile de lutter contre les conflits d'intérêts et l'interprétation que les gens peuvent en avoir, c'est la transparence. Et dans notre milieu, on est extrêmement transparent. Vous comprenez parfois cette justement aversion là que vous laissez plus ou moins entendre en subliminal que pourrait avoir donc la France pour le monde de l'entreprise dans le domaine médical? Est-ce que vous la ressentez? En fait, on en parle beaucoup. Je pense que les journalistes en parlent beaucoup. Parfois, les politiques essaient de récupérer ça. Mais j'ai pas l'impression que les gens soient terriblement choqués par le fait que le monde du privé puisse s'occuper de la santé. Les gens vont dans les hôpitaux privés sans problème. Les gens consomment... Moi, je pensais plutôt à la recherche du vaccin. Je me disais, Sanofi, ils ont mis du temps. C'est un peu curieux. Vous savez que 100% des produits de santé, des médicaments que vous utilisez viennent du privé. Ça n'empêche pas les gens de consommer des médicaments. On a dit que les Français étaient ceux qui consommaient le plus de médicaments. Donc je pense qu'il y a beaucoup de théories encore là-dessus. Mais au fond, les gens, je ne suis pas sûr que ce soit leur vrai sujet. Alors justement, vous plus largement, Martin Blachier, donc on revient à cette spécialité. Vous êtes donc aujourd'hui quand même un épidémiologiste reconnu, ça on peut le dire. Est-ce que vous avez été sollicité pour intégrer différents conseils scientifiques? Je pense évidemment au conseil, le fameux conseil scientifique, le plus célèbre, celui qui entoure le président de la République et le ministre de la Santé au cours de cette crise de la Covid-19. Évidemment que non. Évidemment que non, parce que ça se passe pas comme ça en France. En France, vous avez pour le coup une vraie dichotomie, là, faut nous dire, une vraie séparation
entre le monde du privé et le monde du public. Aussi parce que le monde du public... Donc là, pour le bien ou pour le mal? Je comprends pas pour bien. Pour le mal. Je pense que le monde du privé devrait être beaucoup plus intégré dans l'intérêt public qu'il n'est aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de dire, là, les conflits d'intérêts, tout ça, ça obsède le monde du public. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le monde du public n'a aucun intérêt à laisser le monde du privé venir le concurrencer. En fait, vous avez quoi? Vous avez deux mondes. Vous avez un monde du privé qui vit la concurrence permanente. C'est-à-dire que dans le monde du privé, déjà moi, rien que n'importe quel travail que je veux faire, je suis mis en concurrence avec d'autres sociétés. C'est-à-dire que je vais devoir me battre pour rien que sur le projet, faire une démonstration de ma valeur pour avoir le projet. Dans le monde du public, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde du public, vous avez des dotations et ensuite vous faites ce que vous voulez avec vos dotations. Et donc, ils vont tout faire pour que leur périmètre qui est conservé et qui fait qu'ils peuvent continuer sans vraiment être challengés à travailler, eh ben, ils ne veulent pas se retrouver en concurrence avec qui que ce soit. Et donc, ils vont faire un espèce de mur pour que le privé ne vienne pas empiéter sur leur plate-bande. Donc, moi, je trouve ça dommage parce que quand vous êtes du privé et que vous êtes même prêt à faire certaines choses gratuitement, bah, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous risquez de mettre en concurrence ou de mettre en difficulté des gens finalement qui étaient relativement tranquilles. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez, en l'état actuel, du rôle de ces conseils, de ces comités scientifiques? Bah, on m'a interrogé récemment sur le rôle du conseil scientifique et finalement... Notamment celui qui entoure le président et ouais, voilà, le ministre de la Santé. Le conseil scientifique de Delfrécy, qui était quand même ultra incarné par Delfrécy, puisque c'est lui qui a choisi les membres, c'était des gens qu'il connaissait, donc voilà. Je pense que finalement, est-ce qu'il a été... De manière souveraine, comment ça se passe? Bon, non, c'est du copinage, voilà, c'est Delfrécy parce que c'est les médecins qui sont extrêmement politiques et renommés, a été appelé parce qu'il connaissait les gens et il a appelé lui-même des gens qu'il connaissait. Donc c'est du pur réseau. Faut être honnête. Et d'ailleurs, il l'assume très bien. Politique. Du réseau politico-médical. Mais vous savez, de la politique, il y en a partout. Hein. C'est pas que le monde des pouvoirs publics. Et donc c'est un conseil fantoche, quoi, selon. En fait, c'est une fabrication de consensus. L'idée, c'était de créer une structure pour dire, voilà, ce que dit ce conseil scientifique, c'est le consensus scientifique. Et donc, ça permettait un petit peu de limiter la discussion qu'il pouvait y avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des gens qui ont été dans ce conseil scientifique et qui n'étaient pas tout à fait d'accord, bah en fait, ils ne pouvaient pas rester dans le conseil scientifique, puisque le conseil scientifique, le principe, c'était d'avoir du consensus. Et ça n'a pas été nécessairement choisi, créé pour avoir la meilleure expertise possible. Parce que le problème, c'est que la meilleure expertise possible, en fait, elle n'est jamais uniforme. Ça va forcément être protéiforme, aller dans un sens, dans un autre. Donc, ce n'était pas un espace où il devait y avoir du débat scientifique. C'est un espace dans lequel on devait faire un consensus scientifique et montrer qu'il n'y avait pas d'hésitation. On peut le comprendre. Je veux dire, si vous êtes un décideur, vous devez décider s'il faut confiner ou pas confiner, et que la décision elle doit être prise en 24 heures, vous n'avez pas nécessairement besoin qu'il y ait un débat scientifique qui soit créé. Vous avez besoin à un moment qu'il y ait quelque chose, qu'on se rapproche du plus petit dénominateur commun. Donc c'était le but de ce conseil scientifique. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à présent sur votre ascension médiatique fulgurante, on peut le dire dans les médias depuis le début de cette crise. Il y a maintenant tout juste 2 ans, on a l'impression que c'était il y a 20 ans, mais finalement, c'est un nom de cadre il y a 2 ans. Vous êtes, je le rappelle, l'une des personnalités les plus médiatisées dans le monde médical à l'heure actuelle. Comment vous expliquez ce succès fulgurant, on peut le dire, quoi? Bon, je pense qu'il y a 2 raisons. Vous êtes un bon client, voilà, d'abord. Je suis un bon client, donc ça, je pense que je l'ai compris. Je suis un bon client pour une raison principale, c'est que je suis indépendant totalement. Je pense que je suis une des rares figures médicales. Ça veut dire quoi? Vous êtes peut-être un peu moins trompé que les autres, finalement, jusqu'à maintenant? Non, ça veut dire que moi, j'ai la chance de ne pas être dans une institution. Donc je ne me dis pas quand je vais sur un plateau de télé, ah là, faut que je fasse attention parce que si je dis ça, je vais mettre en difficulté la direction, ce genre de choses. C'est normal, ça arrive pour tous les autres. Donc j'ai pas de corporatisme à défendre en fait. Et je défends même pas ma société. Je pense que les gens ont pu le constater. Et la deuxième chose, c'est que on avait du fond. On avait du fond parce que on a bossé comme des dingues depuis le début pour essayer d'avoir du fond. Et contrairement à 95% des gens qui venaient sur les plateaux télé, on avait quelque chose à dire. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais à chaque fois, il y avait des médecins qui venaient parler, ils avaient juste rien à dire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui venaient, mais tous un ou deux la plupart des infectiologues, des réanimateurs, des généralistes qui venaient. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Puis il y avait parfois des médecins dont la spécialité, enfin moi je suis pas médecin, mais je comprenais pas quoi. Quelle légitimité ils avaient? Exactement. Des néphrologues pour parler d'épidémiologie. On s'en prend toujours à ce pauvre Gilbert Deray, mais ils étaient tous comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez un réanimateur, sa vie, c'est de réanimer des patients. Enfin, pardon, il était légitime pour être sur tous les plateaux télé, Gilbert Deray? Non, mais pas plus que les autres. Quand vous êtes réanimateur,
Si on vous pose la question, comment sont les patients réanimatoires aujourd'hui? Est-ce que la pathologie est grave? Là, le type, il est totalement dans son rôle. Mais si la personne, vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous pensez de l'épidémie? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une seconde vague? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? À quelles données il a accès? À quelles données il a accès pour répondre à cette question? Très souvent, le journaliste connaissait mieux la réponse à sa propre question que la personne à qui il la posait. Donc en fait, c'est un jeu un petit peu de médias, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui est un sparring partner pour répondre ce que vous savez qu'il va vous répondre. Et d'ailleurs, plus la personne en face est mauvaise, plus c'est le journaliste qui décide. Et donc en fait, pour un journaliste, c'est très facile d'avoir un médecin comme ça. En fait, vous faites ce que vous voulez. Il dit ce que vous voulez, vu qu'il ne sait pas répondre, vous allez un petit peu dans un sens, il vous suit, puis vous le baladez complètement. Et c'est ce qui s'est passé avec 95% des médecins qui venaient sur les plateaux. Il n'y en a pas un ou deux quand même qui vous ont un petit peu honnêtement interpellé, vous disiez qu'est-ce qu'il fait devant moi là sur ce plateau? Bon, c'est pas un ou deux, c'est dans 90% des cas, j'arrivais, je voyais le médecin en face, je le regardais, et vous savez, ce qui est drôle, c'est que vous le regardez, et il vous regarde, il se dit « Oh merde !» Mais il pensait peut-être la même chose de vous. Non, mais moi, parce que moi, je viens, il se dit ah merde. Donc, et tout de suite. Non, mais je peux vous retourner, excusez-moi. Vous mais... parlez de population et pas de malade individuel entre guillemets. Donc on peut se dire aussi quelle légitimité lui là pour. Non, parce qu'on parlait très souvent à part au tout début où on parlait du fait que c'était grave. Après, la seule question, c'était qu'est-ce qui va se passer. C'est la seule question. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous, voilà, on avait quelques arguments pour le dire. Alors à part Fontanet, Cauchemès qui n'est jamais intervenu, Colisa de temps en temps, Costagliola très très limite, personne ne savait ce qu'il disait. Donc quand vous arrivez et que vous êtes face à un clinicien, bon bah dans ce cas-là, quand il était face à moi, il disait rien quoi. C'est-à-dire il se contentait de dire bah oui, le docteur Blachy a tout à fait raison, parce qu'en fait il sait que moi je sais à peu près ce que je dis et que lui honnêtement il est là juste parce qu'il est médecin quoi. S'il avait sa blouse, ça aurait été suffisant. Alors on va justement, comme ça, de manière tranquille, glisser, entrer dans le vif du sujet. Comment Martin Blachier vous expliquait quand même les erreurs, les aberrations qui ont pu parfois être dites sur certains plateaux télé, justement, notamment par ceux qu'on appelle désormais les enfermistes, que vous critiquiez vertement dans votre dernier livre. On va y revenir un peu plus tard. Comment vous expliquez ça ? Parce qu'il y a un espèce d'effet d'entraînement, c'est-à-dire que y a suiveurs, c'est-à-dire que vous aviez quelques leaders très énervés et il y a une grosse partie de la communauté médicale qui a suivi, pas tous, mais des médecins de plateau. Il y a eu un espèce de phénomène d'entraînement comme ça, la peur, parce que les médecins ont peur, les politiques ont peur, et tout le monde a eu peur dans cette crise. Peur de quoi? Peur de l'avenir, peur de ce qui allait se passer, peur de ce qu'il disait peut-être un peu, non? Pas. Non, je pense qu'il y avait une vraie peur de la situation, il y avait un vrai traumatisme, et du coup c'est une espèce de logique de la peur qui a été Vous voulez dire qu'à un moment donné, honnêtement, vous avez senti ce flip, quoi? Mais bien sûr, mais je l'ai senti chez les politiques et je l'ai senti chez les médecins. C'est-à-dire que, vous savez, Gilbert Deray, c'est un vrai flippé de nature. Vous le sentez quand vous êtes en plateau en lui. C'est-à-dire qu'en fait, il vous transmet sa peur. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dépasser sa propre peur, à rationaliser et du coup à avoir finalement une image responsable. Sans doute que l'homme politique a appris à faire ça, le médecin, il n'a pas appris à faire ça. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui ont laissé leur angoisse transparaître et du coup, ils ont vomi leur angoisse sur les plateaux. En la transmettant à tout le monde. Donc c'est essentiellement ça qui s'est passé. Et puis ces gens-là ont constitué un socle et puis ont entraîné les autres derrière eux. Et puis après, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est ce qui est appelé dans les biais cognitifs, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes engagé sur une voie extrêmement enfermiste et vous voulez avoir raison jusqu'au dernier mot. Et le plus drôle, c'est en ce moment, on a une mini-reprise. Et vous voyez les gens qui ressortent le même discours. Alors bien sûr, plus personne ne les écoute. La mini-reprise, on l'entend à peine, puisqu'il y a l'Ukraine. Oui, non, mais d'accord. Noyée, quoi. Mais on a l'impression que le Covid a été terrassé par Poutine. Il y a quand même un médecin Poutine, qui est sorti là, il y a quelques jours et qui a dit les Français auront les vagues qu'ils méritent. Donc, si vous voulez, il reprend la thématique des enfermistes et il revient pas parce qu'il a vraiment peur. Il revient pour dire vous voyez, on avait raison. Vous voyez, on avait raison. C'est Gilles Pialou qui l'a dit sur BFM. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, plutôt que de dire, bon, c'est vrai, on a eu tort, quand on a défendu le zéro Covid, c'était une énorme connerie, qu'on voit ce qui se passe en Chine et à Hong Kong, on se rend compte qu'on a vraiment été con de défendre cette... Non,
Ils préfèrent profiter de la mini-reprise qui est en cours pour dire « Ah, vous voyez, on avait raison, voilà, fallait nous écouter. Depuis le début, on avait raison. Ça fait 3 mois qu'on les entend pas parce qu'ils avaient tort et ils profitent de ce petit regain-là pour dire on avait raison. Ça, c'est le biais de confirmation qui a aussi entraîné cette espèce de mouvement des enfermistes. Plus largement, Martin Blachier, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique qu'on a fait, qu'on continue de faire de la crise de la Covid-19 ? Moi, j'ai aucune critique à faire au traitement médiatique. Ah ouais ? Aucun. Je vois pas, en fait, les médias suivent. Les médias font une étude de marché en vraie vie, quoi. Et donc, ils regardent ce qui marche. Et moi, plein de fois, j'en ai parlé. Sur cette diabolisation, dramatisation, j'ai envie de dire, qu'on a faite parfois, on n'est pas un peu responsable ? Là, j'en prends ma part de responsabilité. Ils répondent à la demande. On est dans une démocratie extrêmement ouverte, contrairement à ce que les gens disent, et donc les médias répondent à la demande. Et moi, j'en ai parlé plein de fois avec les programmateurs. Je leur disais, mais par exemple, dans des moments où ça s'était complètement calmé, je me dis, là, vous allez continuer ? Et ils me disaient, écoutez, dès qu'on met autre chose, les gens ne regardent pas. Enfin, vous dites, il répond à la demande. Parfois, on a l'impression qu'il fallait vraiment trouver, notamment là, je rentre dans un cas particulier, un coupable. Alors, un coup, c'était le partisan de Raoult, la chloroquine, ceux qui refusaient de se faire vacciner, voire ceux qui doutaient des effets de la vaccination. C'était quand même un peu arbitraire parfois, non ? Non, mais après, il y a un phénomène de bouc émissaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va dire une connerie à un moment. Raoult, pour être honnête, voilà, à un moment donné, au tout début, quand on a eu le début de cette crise, qu'est-ce que vous avez pensé immédiatement de Raoult ? Ouais. Au début, j'ai trouvé fun, comme tout le monde. J'ai trouvé le mec sympa, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis en plus, j'aime bien les gens qui disent l'inverse de ce que tout le monde dit. C'est mon côté un peu provocateur. Mais comme Macron adorait, comme tout le monde adorait, tout le monde a été fan de Raoult au début, hein, et moi j'en faisais partie. Je connaissais pas vachement bien la Covid et tout, je regardais. Et puis bon, après il y a eu la chloroquine, et je suis quand même stylé, un Français qui trouve ça. En plus, moi je commençais à regarder un peu ce qui se faisait sur les médicaments. Je voyais son récepteur ACE, c'était hyper intéressant, donc j'étais hyper fier, hyper content. Après, il a commencé à y avoir les doutes, j'ai regardé les données des études cliniques, et puis j'ai écouté son discours. Et là, je me suis rendu compte que le type dérapait. Et puis, ça s'est enquisté. Et à la fin, je me suis dit, d'accord, le mec est complètement parti sur un délire mégalo. Et après, il s'est entêté. Il a dit conneries sur conneries. Après, en plus, il s'est mis à parler d'épidémio, qui était quand même mon sujet. Je me suis rendu compte qu'il disait vraiment n'importe quoi. Après, parce que tout le monde s'est renseigné. Concrètement, là, sans être trop technique pour les gens qui nous écoutent, quand vous dites je me suis rendu compte qu'ils disaient vraiment n'importe quoi, il y a un exemple en particulier ? Il disait des trucs du genre il y aura jamais de nouvelles vagues, les épidémies comme ça, c'est une vague et puis ça revient jamais. Et puis il après, nous montrait des tableaux pourtant où il nous montrait des courbes, ça avait l'air d'être assez appuyé scientifiquement pourtant quand on l'écoutait. Oui, non, il faut toujours faire semblant d'avoir quelque chose qui est extrêmement appuyé, mais nous qui connaissions un peu ce qui était raconté, c'était... Donc il disait n'importe quoi selon. Il avait toujours 2-3 intuitions, et puis après, le reste, il meublait, quoi. C'est-à-dire, il se souciait pas de faire un truc extrêmement construit quand il l'expliquait. C'est-à-dire qu'il allait expliquer un phénomène. Et pourtant, c'est un professeur mondialement reconnu. Comment vous expliquez ça ? Non, mais vous savez, des professeurs mondialement connus, il y en a plein qui disent n'importe quoi. En plus, ça, c'est pareil, c'est dans l'inconscient collectif. En fait, les gens, ils font une découverte dans leur vie qui est extraordinaire. Et après, les gens pensent que... Là, je sens que vous avez pensé au professeur Montagnier en disant ça. Potentiellement, mais même Einstein, si vous voulez. Par exemple, Einstein, quand il fait sa découverte de la théorie de la relativité, c'est extraordinaire. Il a 22 ans quand il commence à trouver ça. Et toute la fin de sa carrière, il va se planter complètement sur la physique quantique. Et donc c'est ça en fait la science, c'est-à-dire c'est pas parce qu'à un moment vous avez été brillant et que vous avez fait une super découverte qu'après vous n'allez pas dire un paquet de conneries. Donc c'est la vie. Donc Raoult, il a sans doute fait quelques trucs très bien. Vous êtes en train de dire, donc Einstein, il a trouvé la théorie de la relativité, puis après il a été con toute sa vie. Non, il s'est planté. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il a dit à la fin, je me suis trompé, j'aurais dû croire dans ci, dans ça. Voilà, les gens sont pas brillants ou pas brillants. Il y a des moments où ils peuvent toucher du doigt quelque chose d'extrêmement juste, et puis après... faire fausse route. Bon, Raoult, sa chloroquine, c'était une super bonne idée. Moi, j'ai discuté avec les gens de la recherche un peu fondamentale. On met bien les choses au clair, hein, sur cette plateforme. En plus, c'est tellement touchy quand on parle de ça. C'était, vous disiez initialement, quand vous disiez c'était une super bonne idée, c'est-à-dire... Au départ, l'idée d'utiliser la chloroquine, ça partait de chercheurs chinois qui avaient trouvé ça dans des tubes. C'était une bonne intuition. La chloroquine. C'était une bonne direction de réflexion. C'était une bonne direction fondamentale. Voilà. Maintenant, quand vous avez une bonne idée en fondamentale,
que vous la développez chez les patients et que ça ne marche pas, vous dites, c'était dommage, j'avais une super idée dans le tube, ça ne marche pas chez les patients. Et ça, c'est 99% des produits qui sont développés. Vous savez, dans tous les industriels, ils ont plein de produits à des phases précoces qui marchent dans le tube, ils les essayent chez les patients, ils plient leurs produits. Et eux, ça leur coûte beaucoup plus cher qu'à Didier Raoult, parce qu'ils ont investi des millions dans plein de pays différents. Et tant pis, passe au suivant. Didier Raoult, s'il avait fait sa chloroquine, qu'il avait fait ses études cliniques, et qu'il avait dit ça ne marche pas, il serait resté un immense scientifique avec la réputation qu'il avait alors, et tout le monde aurait dit, ce professeur-là, c'est celui qui a tenté quelque chose en tout début de crise. En plus, c'était une idée qui était intéressante. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il s'est pas arrêté. Son image a été entachée, quoi. De façon catastrophique. Didier Raoult, aujourd'hui, il est grillé dans le monde entier. Parce que la chloroquine, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Bon, après, les élucubrations qu'on suivi, les gens n'ont plus suivi. Didier Raoult, il a été connu dans le monde entier au moment de la chloroquine. Après, tout ce qu'il a déclaré en France et tout, c'est resté relativement franco-français. Mais voilà, et donc c'était un des premiers scientifiques, de façon assez incroyable, qui a essayé quelque chose. Donc il avait ce côté entrepreneur de la médecine, moi, que je dis. Mais le problème, c'est qu'il s'est accroché à ça et qu'il n'a pas su se débrancher au moment où il a vu que sa molécule ne fonctionnait pas. Ou essayer autre chose. Son caractère, ça ? Je pense que c'est des gens qui sont pas assez... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un monde où ils ne sont pas assez challengés. C'est-à-dire que tout le monde doit être challengé. Même un président de la République, même n'importe qui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous êtes isolé dans un système qui ne fait que vous confirmer dans le fait que vous êtes génial, vous partez en torche. Et c'est ce qui lui est arrivé, il est parti en torche. Alors que s'il avait eu l'habitude d'avoir des gens qui étaient à son niveau, qui l'avaient contredit et qu'il avait respecté, il aurait su rester... C'était difficile de lui parler à son niveau. Et d'ailleurs, il n'acceptait pas la confrontation. C'est le problème. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester conscient, il faut toujours rester lucide. Toujours rester lucide. Et à un moment, il a perdu sa lucidité. Et du coup, on voit, voilà, c'est très malheureux pour lui. Il aurait dû la conserver. Pourquoi je parle autant là et qu'on s'arrête un petit peu sur le cas Raoult, comme on dit? Est-ce que vous pensez qu'au-delà des connaissances scientifiques discutées, débattues, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra réunir cette France tant divisée sur le sujet? Parce que finalement, Raoult, ça dépasse le cas Raoult, finalement. Vous allez à Marseille, moi je ne vous conseille pas d'aller à Marseille, après ce que vous venez de dire, voyez, ou de vous approcher de l'IHU de Marseille, quoi. Parce qu'il y avait une sorte d'hystérie collective autour de ce... Enfin, il y a toujours, là, je suis sûr qu'il va y avoir, et qu'il y a, au moment où on parle, un paquet de réactions sur ce que vous avez dit, et qui vous traitent sans doute de vendus, de tous les mots. Non, mais ça fait 2 ans, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est intéressant. Je suis un petit peu inquiet sur les théories conspirationnistes, vraiment, parce que je trouve que c'est les gens avec qui je parle, et il y en a beaucoup. Vous diriez quoi, jusqu'à le traiter de conspirationniste ou son entourage ou les gens Non, mais moi je pense que Didier Raoult est quelqu'un de très intelligent, il sait exactement ce qu'il fait, il sait quand il a eu raison, il sait quand il s'est planté. Voilà. Je pense qu'il sait très bien. Le problème, c'est pas Didier Raoult. Moi, je serais ravi d'échanger avec lui et je suis sûr s'il n'y avait pas de caméra, il me dirait, bon, oui, on se comprendrait très bien. Écoutez, on le met au défi. Si jamais vous accepterez de débattre avec lui ou de discuter? Non, mais moi j'accepte. Parce que d'ailleurs, le débat, c'est pas forcément polémique. J'accepte de discuter avec tout le monde. Le problème, c'est pas Didier Raoult qui, à mon avis, comprend mais il va dire que vous n'êtes pas à son niveau. Non, mais on parlera des sujets que je connais. Je pense que sur l'épidémio et sur la gestion de la crise sanitaire, on peut avoir un débat d'égal à égal. Peut-être pas sur ces sujets de microbiologie, puisqu'il est quand même microbiologiste à la base, même s'il parlait beaucoup d'épidémiologie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude. C'est les gens qui sont persuadés que cette crise a été préméditée, que c'est pas un phénomène scientifique ou un phénomène biologique qui s'est passé, ou sanitaire, et que ça fait partie d'un projet beaucoup plus global. Et ça, c'est une pensée qui est extrêmement présente dans la population. Je ne sais pas si on mesure à quel point... Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je me promène dans la rue. J'aimerais savoir. Il y a quelqu'un qui est assis à une terrasse. Bon, vous êtes reconnu. Monsieur Blachier. Franchement... ça a évolué peut-être, parce qu'au début, je pense que vous n'aviez pas forcément très bonne presse. Peut-être, mais les gens viennent me voir parce qu'ils m'ont vu à la télé, bien ou pas bien. Vous savez, vous vous souvenez de ce débat qu'on avait fait avec Louis Fouché? Ouais, qui lui aussi était parti complètement en torche, avec quelques intuitions, et puis après, il est complètement parti dans une théorie... trop globale, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une crise sanitaire, vous pouvez pas tout raccrocher à cette crise sanitaire. Moi, je connais des gens maintenant, le moindre sujet de discussion dont on va discuter, au bout de 5 minutes, ça en vient
au grand complot, à cette pandémie qui était préméditée, à l'épuration de la population. Excusez-moi, lui, il est suspendu, alors on se parle, donc il ne peut plus exercer son métier, contrairement à vous. Donc il avait peut-être des raisons aussi à un moment, là en l'occurrence aujourd'hui... Non mais attendez, vous avez vu les choses qui, à un moment, vous avez quand même un certain droit de réserve, particulièrement quand vous êtes en temps de crise. C'est-à-dire que soit vous dites des choses qui sont avérées, soit si c'est des sujets où vous n'avez aucune preuve, vous n'avez rien, vous restez quand même un tout petit peu en retrait. Parfois, des prises de position peuvent être quand même dangereuses. Moi je suis totalement contre la censure, mais à un moment, on ne peut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi, surtout quand ça met en jeu la sécurité des gens. Donc, où est le curseur? C'est difficile. Mais voilà, moi, je me souviens des échanges avec Louis Fouché, je me souviens des échanges que j'ai eus avec Louis Fouché. Il était quand même à la limite de ce qu'on devait dire à ce moment-là. D'ailleurs, qui était assez cordiaux et respectueux, comme quoi... Mais c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très sympa, mais je pense qu'au bout d'un moment, il s'est construit un délire. Il s'est vraiment construit un délire. Il a vu des choses qui n'étaient pas vraies. C'est-à-dire que quelques petits éléments, il en faisait une espèce de théorie globale. Là, je suis sûr que si vous écoutez, parce qu'on l'a reçu sur cette enquête il y a juste quelques semaines, s'il vous écoute, il va sans doute sursauter. Et si vous proposez à nouveau, lui aussi, d'échanger avec vous... Je ne vais pas échanger avec tous les conspis de France. Non, mais je pense que le professeur Haroux, c'est pas forcément assuré qu'il accepte. Mais est-ce que, là encore, on va dire le plus gros de la vague, j'ai envie de dire, de la grosse vague, il est quand même... derrière nous, ou vous iriez jusqu'à dire qu'on n'a toujours pas... La vague du Covid ? Ouais. Non, mais oui. Là, je peux vous dire, j'ai une certitude assez élevée en termes de pourcentage. Attention, on va vous traiter de rassuriste. Non, mais oui, j'ai toujours été rassuriste et je l'assume, au moins très longtemps. Et non, le phénomène Covid-19 tel qu'on l'a connu, il est derrière nous, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle on ne devrait même pas prêter attention. D'ailleurs, on y porte assez peu attention. Et c'est très bien, il n'y a pas de mesures qui sont remises. Alors, pardon, là je vais me faire l'avocat du diable, Martin Blachier, je veux dire docteur, le nombre de fois où on nous a dit allez ça va être, et puis finalement 2 mois après on se retapait un confinement, on se retapait un truc, bon là on est à quelques jours maintenant du premier tour de la présidentielle, il y a eu la levée de ce pass vaccinal, il y a plein de rumeurs qui circulent, comme quoi peut-être on le remettrait quelques semaines après. Des rumeurs qui circulent, il n'y a que ça, je veux dire, il n'y a que ça. Est-ce que quelqu'un en sait quelque chose ? Non, mais ce que je veux dire, on a dans le passé des preuves que ce qu'on nous disait à J-2 mois se révélait complètement faux à J+2 mois, quoi. Oui, mais moi je pense qu'il y a un moment, où on s'est vraiment planté, nous, mais c'était ce que je vous disais, c'était avant la deuxième vague, parce qu'on n'avait pas pris en considération le phénomène saisonnier qui n'était pas clairement établi, mais à partir de là, on a quand même une bonne idée de ce qui allait se passer. Donc j'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas la vague Delta. La vague Omicron, j'ai dit qu'il y aurait une vague Omicron, mais qu'il y aurait assez peu d'hospitalisations critiques, c'est ce qui s'est passé. Là, on se disait que ça allait être une petite reprise, tout le monde était d'accord, et c'est déjà passé dans plusieurs pays d'Europe. Donc on a quand même une relativement bonne vision. Il ne faut pas non plus penser qu'on ne sait rien du tout de ce virus. Et alors, je reviens donc à ma question là il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible un jour, quand je parlais du professeur Raoult ou du docteur Louis Fouché, de retrouver des discussions apaisées sur des sujets aussi sensibles que la santé de la population? Parce que là, c'est vraiment, là, on a une discussion relativement apaisée, mais c'est quand même un sujet. Vous savez, il y avait eu des études qui avaient été faites là, à la fin de l'année dernière qui disaient quels étaient les sujets. Si vous voulez être sûr de vous engueuler lors des repas de Noël et de fin d'année, il y avait 2 sujets. Enfin, celui qui était normalement numéro 1, c'était la politique. Eh bien non, cette année, il avait été détrôné par la Covid-19. Si vous vouliez être sûr de vous engueuler avec quelqu'un, vous parliez de ce sujet-là. Moi, je pense que la Covid-19 a été le début, mais ce n'est que le début, d'un phénomène qui est un phénomène où il va y avoir 2 réalités séparées. Et je l'entends tellement, et je pense que c'est loin d'être fini. Et je vois que ça gagne d'autres sujets. C'est en train de contaminer... C'est comme des manifestations tous les samedis, Florian Philippot et d'autres. Ouais, mais maintenant, ça va gagner plein d'autres choses. Ça gagne la façon dont on voit les politiques, ça gagne les médias, où maintenant tout le monde est sûr que les médias sont sous contrôle. Ça gagne même les sujets géopolitiques que je connais pas du tout, mais je vois que... Voilà. Et maintenant, c'est-à-dire que tout est remis en question. C'est le début d'une vague remise en cause qui est de la plus parole. du tout la même manière qu'on a de voir la société. C'est-à-dire qu'on a pu... un espèce de débat qui bouge un petit peu, mais avec un certain nombre de sujets sur lesquels les gens sont d'accord. Maintenant, vous avez des gens à qui vous parlez, ils vous parlent d'un monde, vous dites « Attendez, c'est pas mon monde, c'est impossible
qu'on vive dans la même société. Et les gens vivent dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés de choses. Vous de complotistes. Non, mais j'ai pas envie de qualifier la façon dont ils voient la réalité. C'est marrant parce que vous avez parlé de conspirationnisme. C'est pas complotiste. Je trouve ça mieux conspirationniste parce qu'on a l'impression, conspirationniste, ça laisse l'idée que des gens, en fait, c'est des gens qui sont persuadés qu'il y a un esprit humain derrière ça. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que c'est l'homme qui, dans un plan, a prédit les choses qui allaient se passer. Mais honnêtement, Martin, et qu'on ne subit pas la situation. Vous pensez qu'il n'y a jamais eu de complot dans l'histoire de l'humanité ? Je pense qu'il n'y a pas eu de complot sur la Covid, qui est le sujet que je connais. Voilà. Attendez, alors ça, on va s'arrêter 2 secondes. Vous êtes certain, non mais c'est intéressant parce que justement, vous avez, j'ai envie de dire, les coronesses de le dire, vous pensez qu'il n'y a jamais eu de choses qui ont été orientées, je n'emploie pas le terme complot, vous voyez, mais tout a été transparent, fait de manière sans arrière-pensée les laboratoires, tout ça. Je n'ai jamais trouvé en 2 ans une information valide. Les lobbies, tout ça, c'est de la faute du fantasme. Mais les lobbies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je veux dire, allô, les lobbies, ça existe, quoi. C'est-à-dire, les gens se réveillent à la Covid-19 et disent « Ah là là, il y a des lobbies », et puis les gens, ils ont des intérêts personnels qu'ils essayent de faire passer. Ça intéresse, et ça s'appelle potentiellement des complots, même si demain... Non, mais alors, dans ce cas-là, toute la vie est un immense complot. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre... Je sais pas, vous avez un copain qui va vous demander d'acheter un truc parce qu'il a des intérêts dedans, c'est un complot. Non, mais par exemple, un laboratoire qui dit, voilà, là, ce médicament qui est tombé dans, je sais pas comment on appelle ça, dans le droit public et qui coûte 50 centimes et qui serait peut-être aussi efficace que celui qu'on a qui coûte 70 €, la gélule ou la capsule, ça, c'est quand même, ça peut être une réalité, non ? Ou c'est complètement fantasmé, les labos ont jamais... Ce qui est fantasmé, c'est l'idée de dire qu'il y a des labos, parce qu'ils développent un médicament, vont essayer de flinguer un médicament générique qui coûte rien. Non, mais moi, je parle pas forcément de... Ça, je pense que c'est du complot. Ah, c'est du complot. Je pense que le laboratoire, il fait rien, en fait. Le laboratoire, il développe son truc. Certes, il va pas aller développer le médicament qui est dans le domaine public, mais ça, c'est la base. C'est évident qu'un laboratoire privé ne va pas aller développer une molécule sur laquelle il va pas pouvoir faire de bénéfices. Mais c'est les gens qui critiquent ça, ça veut dire qu'ils ont rien compris à la façon dont fonctionne le développement pharmaceutique. Aucune boîte privée ne développe quelque chose sur lequel elle ne pourra pas gagner d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller tirer à balles réelles sur le projet qui... Non, ça, je crois que ça n'arrive pas, ça. Je connais assez bien ce milieu. Par contre, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'encourager. Ils ne vont pas financer, ils vont pas le faire. C'est normal. Alors, je vais plus loin, puisque on parlait tout à l'heure de recherche. Est-ce qu'à un moment donné, la recherche effrénée, la quête du profit effréné, fait qu'on va peut-être aller dans une direction, on va même pas regarder le peut-être médicament générique qui coûte rien du tout, qu'on pourrait peut-être manipuler pour en faire un médicament efficace, parce que ça rapporte pas d'argent. Mais attendez, c'est le boulot de qui de développer le médicament de repositionnement ? C'est qui devrait faire ça ? Pouvoir public ? La recherche publique, elle l'a fait. Pasteur, c'est ça ? Pasteur, Reacting, tous les groupes de recherche français, est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils n'ont pas été bons. Hein. Ils ont été très mauvais. Voilà. Donc, est-ce qu'il vaut mieux tirer sur l'industrie dont c'est pas le rôle de pas l'avoir fait, ou est-ce qu'il vaut mieux tirer sur les pouvoirs publics qu'on paye et qui eux l'ont pas fait alors que c'est leur mission ? Bonne réponse de Martin Blachier. Non, mais c'est intéressant. Pasteur, l'Institut Pasteur, vous diriez quoi aujourd'hui ? Non, mais c'est pas son rôle à Pasteur. Pasteur, son rôle, c'était pas de développer nécessairement des médicaments. Mais il y a eu un vaccin, groupe, par exemple. On était quand même à la pointe à un moment donné. Honnêtement, on a complètement loupé le coche. Non, mais Pasteur a pas la taille pour développer encore une fois. C'est une question de taille, forcément. Mais non, mais bien sûr, c'est une question. Vous savez, développer un médicament, c'est extrêmement difficile. Vous devez réussir à trouver la molécule. Et ensuite, vous devez réussir à la développer dans un temps, mais qui est un temps minime. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez avoir des centres de recherche clinique dans le monde entier et tous les lancer en même temps. Il y a qui est capable de faire ça ? Il n'y a que les énormes multinationales. Pasteur, il fait pas le poids. Donc Sanofi aurait pu le faire. Non, vous dites, ils sont pas partis sur le contredire. Moi, j'ai pas votre science, mais quand on voit les labos associés aux méga gros labos Moderna, BioNTech, c'était des petites boîtes à la base. BioNTech, ils sont associés à Pfizer, donc ils pouvaient pas le faire tout seuls. Donc ils ont dû s'associer à Pfizer. Et Moderna, ils ont réussi effectivement grâce à beaucoup d'argent du gouvernement américain. Et donc, ils ont réussi à le faire, effectivement, en passant par des énormes prestataires pour la recherche clinique. Mais une petite Pasteur n'a pas les moyens de faire ça et il n'a pas été autant soutenu par le gouvernement français que ne l'a été Moderna par le gouvernement américain. Sanofi aurait pu le faire. D'ailleurs, ils avaient un candidat vaccin. Tous les candidats vaccins ne peuvent pas gagner.
Donc ils ont pas réussi, ils ont pris du retard. Bon bah dommage. On rappelle que c'est un candidat vaccin. Là, l'impression c'est génial parce que ça veut dire quoi un candidat vaccin? Il y a une élection. Un candidat vaccin, c'est-à-dire que c'est un vaccin, comme je vous disais tout à l'heure, qui fonctionne dans le tube, qui développe la réaction d'une immunité. Donc ça c'est le candidat vaccin. C'est le candidat vaccin. Après vous faites les énormes études cliniques et vous avez un vaccin. Comme la chloroquine était un candidat médicament, et après, ça n'a pas transformé en chloroquine médicament parce que ça n'a pas montré son efficacité. Enfin, j'espère que celui qui a dépouillé les bulletins de vote, c'était pas de Lancet, non? Parce que, honnêtement, non, entre nous, je me fais un peu... Non, mais ça, c'est un autre sujet. Rigole, est-ce que les grandes revues scientifiques laissent passer des merdes? La réponse est oui. Voilà, elle laisse passer derrière, mais on le sait depuis toujours. Non, mais alors après, vous comprenez que c'est pas évident que derrière, on ait une confiance aveugle et absolue quand on voit des revues. Ouais, mais je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, pour comprendre le monde, il faut être intelligent. Donc c'est pas facile. Voilà. Donc après, on a deux choix dans la vie. Soit on travaille et on essaie de comprendre, soit on devient complotiste et conspirationniste et on veut une réalité trop simple. Et voilà, soit vous bossez et vous dites j'ai pas assez travaillé, il y a des choses que je comprends pas. Soit vous allez à la théorie ultra simpliste et vous commencez à dire n'importe quoi. Commencez à dire la théorie simpliste, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui se retrouvent dans un club secret et qui ont décidé de tout faire comme ça et c'est à cause de ça. Voilà, moi je trouve que c'est toujours trop simple et je préfère essayer de comprendre. Vous avez jamais eu l'impression, justement, il y en a beaucoup qui l'ont dit, qu'on était au bord de la guerre civile sur la gestion de cette crise sanitaire? C'est vraiment chiant. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens. À un moment donné très très tendu. Aujourd'hui, il y a des gens, je vous le dis, qui se considèrent, ils sont avec des groupes d'amis. Qui, par exemple? Et qui pensent qu'ils sont des résistants. Ils pensent qu'ils sont des résistants dans un monde totalitaire. Je sais pas, des gens que je vois. Les manifestations de Florian Philippot tous les samedis. Non, mais même pas ça. C'est des choses beaucoup plus underground. C'est des gens qui sont entre groupes d'amis et ils sont tous persuadés que tout ça, ça a été prémédité. Et de plus en plus, ils s'enquistent, ils se font des groupes de discussion et donc après, ils sont persuadés du fait que leur réalité, et c'est d'ailleurs pas la même réalité que du groupe d'à côté, mais ce phénomène de réseaux sociaux a créé des groupes homogènes de gens qui sont persuadés d'une chose qui est inverse à ce que d'autres gens pensent. Et qui se réunissent et qui s'entraînent les uns les autres. Et en fait, ce Covid-19 a créé une espèce de glu entre un certain nombre de personnes qui se montent la tête et effectivement qui s'énervent de plus en plus. Donc je ne sais pas si ça va donner une guerre civile, mais ça peut créer de grandes tensions, effectivement. Alors c'est intéressant parce que là on prend un peu de hauteur. Plus largement, qu'est-ce qu'elle dit cette crise selon vous de l'état de notre civilisation et de notre société occidentale, notamment notre rapport à la mort, à la vieillesse, mais aussi à la maladie? Ça dit peut-être des choses. La première chose qu'elle dit sur notre société, c'est que c'est une société de vieux. Voilà, ça, c'est la base, on est dans une société de personnes âgées. Mais ça, personne ne l'avait compris avant la crise du Covid-19. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est dans une société très vieillissante. Voilà, on a une population vulnérable qui est très importante, non seulement qui représente importante en nombre, mais qui est importante en opinion. Ça veut dire que... Et vous pensez que... Attendez, c'est intéressant ça. Vous pensez que la vieillesse implique une opinion différente? Bien sûr. Bien sûr. Ça peut être de l'expérience, de la sagesse. C'est ce qu'on me répond souvent. C'est ce qu'on me répond souvent. Moi, j'ai un côté un peu jeunisme. Bah oui, j'allais dire. Mais c'est ce qu'on me répond souvent. D'ailleurs, il y a des gens, quand vous discutez... le professeur Raoult, je pense qu'il vous dirait, mon petit, t'es gentil, mais retourne... Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de gens qui disent ça aux jeunes dans notre société, parce que c'est normal. Et là, vous leur répondez quoi, vieux con, quoi? Non, je leur réponds pas ça, mais je leur dis, c'est pas parce qu'il y a une population vulnérable et âgée qui est extrêmement importante qu'il faut qu'elle écrase complètement la jeunesse, parce que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise. Parce que la jeunesse, c'est votre avenir à vous aussi, ce sont vos vieux jours à vous aussi. Donc il ne faut pas que la jeunesse se retrouve complètement écrasée. Elle a été écrasée pendant cette crise, c'est ce que je dis dans mon livre, de façon horrible. Horrible, ça pour le coup, je ne mâche pas mes mots. Il n'est pas bon d'avoir eu 18 ans il y a 2 ans. Quoi. Et dans l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire que la souffrance des jeunes, avec les victimes elle est ultra minimisée par la population âgée, qu'on n'a eu rien à foutre. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une ministre de l'enseignement supérieur qui n'a pas bougé le petit doigt pour faire quelque chose pour les gens dont elle était en charge, c'est-à-dire les étudiants qui ont crevé tranquillement. Aujourd'hui, la population qui va le plus mal, c'est pas la population âgée qui était concernée par la Covid, c'est la population qui est jeune. Et pour moi, c'est le début aussi, la révélation d'un nouveau phénomène, c'est que la jeunesse française est écrasée par la population âgée française. Et ça va aller de pire en pire. Et tous les votes se feront dans les intérêts des personnes âgées, et donc il va falloir que la jeunesse se réveille si elle veut un tout petit peu exister. Et vous comprenez qu'en disant ça, ça peut aussi choquer les gens.
Mais peu importe. Je veux dire, ce qui compte, c'est d'essayer d'avancer sur un sujet, parce que non, mais ça veut dire quoi? on va s'en rendre compte. Vous voulez dire qu'il faut plus écouter, faire attention à nos aînés, moi j'ai envie de dire. Non, je pense qu'il faut que les gouvernants aient une attention particulière à la jeunesse, parce que la tendance naturelle, ce sera de privilégier la population âgée. C'est celle qui vote, c'est celle qui a les sous, c'est celle qui regarde la télé. J'ai envie de dire, c'est celle regardez, qui là, consomme vous les êtes médias. conspirationniste là. Non, c'est un ça, parce que peut-être que. Écoutez, moi, c'est un phénomène que j'observe quand je regarde les cours. Le président de la République, il est pas très vieux. Enfin, celui qu'on a jusqu'à maintenant. Oui, mais le président de la République est quelqu'un d'intelligent. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui est intelligent et qui calcule très bien. Et donc, je pense qu'il a très bien compris que la population âgée, on ne pouvait pas se la mettre à dos en France. La génération des boomers, je sais que ça vient un peu qu'il a dépassé géré ça. de manière intelligente cette crise. Intelligente, oui. Après, ça dépend des objectifs que vous fixez. Mais je pense que, honnêtement, je vais vous le dire, si ça n'avait pas été le président, je pense que ça aurait pu être 1000 fois pire. Parce que quand je vois les conseils qui étaient donnés, quand je vois les intérêts qui étaient... Là, on parle d'Emmanuel Macron. On parle d'Emmanuel Macron. Quand je vois la ligne qui était tenue par les médecins français, je pense que, heureusement qu'on leur a un tout petit peu résisté. Je rappelle quand même qu'en France, entre janvier 2021 et quasiment septembre 2021, la stratégie des médecins mise en avant sur tous les plateaux de télé 24 heures sur 24, c'était le zéro Covid. Il fallait faire du zéro Covid en France. Le zéro Covid, ça veut dire en gros confiner tous les Français dès qu'il y a 3 cas de Covid. On voit comment ça se passe en Chine. Les gens sont enfermés chez eux. On scelle les portes des endroits où il y a des gens Covid et on revient 10 jours après. Et on leur donne de la nourriture par les fenêtres. C'est ça qui se passe dans ces pays-là. Ils ne savent pas comment en sortir. Et aujourd'hui, la croissance mondiale est en danger en raison de la stratégie zéro Covid chinoise. Et ça, vous diriez quoi de ça? De cette politique sanitaire chinoise, par exemple? Mais je dis que c'est un drame. C'est un drame humain, c'est un drame sanitaire, c'est un drame épidémiologique. Je ne sais pas comment ils vont sortir de ça. Il va falloir qu'ils en sortent. Je crois que le gouvernement chinois essaye d'en sortir, mais le problème, c'est qu'il y a ce biais de confirmation. Plus vous insistez dans le zéro Covid, plus vous avez du mal, après, politiquement, à en sortir. Donc, ils sont complètement coincés là-dedans. C'est une catastrophe, la gestion chinoise. Et le pire, c'est que vous avez encore des experts français qui disent que le meilleur exemple de la gestion de crise, c'est la Chine. Et pour moi, d'où est partie la crise? D'où est partie... Bon, ça, c'est anecdotique. Mais c'est juste pour vous dire à quel point... Parfois, il ne faut pas écouter les médecins. Voilà. Et heureusement qu'on n'a pas strictement écouté les médecins, en tout cas les 95% des médecins, pendant cette crise. Et je crois quand même que le président avait un petit peu de caractère pour leur résister, ce qui n'aurait pas été nécessairement le cas de tous les présidents. Il avait peut-être suivi les conseils de son conseil scientifique, Delfrécy, qui n'est pas tout ce qu'il y a de plus jeune, pardon. Mais ça a dû jouer. Honnêtement, les gens me le disaient, tout le monde disait, mais de toute façon, c'est vrai que si vous avez un président du conseil scientifique qui a 75 ans, il n'a pas la même appréhension de la crise que quelqu'un qui a 35 ans. Mais c'est évident, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Il y a un biais de l'âge des gens qui prennent les décisions qui existe. Là encore, on est dans le conflit d'intérêts. Vous voyez, mais c'est un autre type de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts de l'âge. Conflit d'intérêts générationnel. C'est intéressant parce que pour revenir à cette approche un peu plus philosophique, vous pensez qu'on a assisté à travers cette crise à un changement du rapport à la mort en Occident? On a toujours eu un rapport à la mort catastrophique en Occident, et même en médecine. La mort, c'est le sujet le plus immature de notre société. C'est-à-dire qu'on est... La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils parlent de la mort, c'est juste pour parler de l'immortalité. L'idée, c'est on parle de la mort quand on pend. Il y a 3 geeks de la Silicon Valley qui disent qu'ils vont rendre les gens immortels. Donc on est complètement immature, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'accepter et de conscientiser la mort, on va parler d'immortalité. Donc on n'y pense pas, on n'y pense jamais. On n'en parle pas et c'est un sujet qui est pas traité. Voilà, donc c'est immaturité totale. C'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait du clivage public-privé. Plus largement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution du rôle de l'État à travers cette crise, de son implication de plus en plus importante dans la vie des Français? Est-ce que pour vous, il était vraiment nécessaire que l'État intervienne autant? Parce que là, c'est un peu contradictoire. Ouais, oui, c'est un sujet de discussion aussi très fréquent de tout le monde. Je pense que l'État aurait pu être un peu moins strict. Faire confiance aux gens aussi. Déjà, les études montrent que les gens étaient dignes de confiance, c'est-à-dire... Ça n'a pas mieux marché dans d'autres pays, on a laissé exactement, plus de exactement. Quand on a laissé plus de liberté, ça s'est pas moins bien passé. Donc c'est vrai que ça a été trop strict, mais je rappelle aussi que quand il y a eu la première vague, où on a eu un des confinements les plus stricts du monde, il y avait énormément d'intellectuels français qui disaient mais c'est scandaleux, il faut mettre les gens en prison quand ils sortent de chez eux. Il y a des gens qui ont dit ce genre de choses. Et des intellectuels reconnus, renommés, qui continuent de passer sur les grandes chaînes, notamment du service public. Et ces gens-là ont pris des positions, il faudrait retrouver les vidéos,
et qui disait qu'il fallait emprisonner les gens qui ne respectaient pas le confinement. C'est pour vous dire, moi je pense que ça c'est aussi un des enseignements de cette crise, c'est à quel point des gens qui ont pignon sur rue peuvent totalement dérailler quand il y a un tout petit peu de tension. Alors c'est intéressant parce que justement on est sur une chaîne YouTube, maintenant on n'est plus dans un média mainstream, avant on s'était rencontrés dans une radio où je travaillais avant. Cette émission elle s'appelle Les Incorrectibles, donc ce qui est l'ADN de cette émission et j'en suis particulièrement fier, et ce qui fait son succès justement c'est cette liberté d'expression. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre regard à vous Martin Blachier sur l'état de la liberté d'expression en France et dans le monde occidental alors que nous sortons justement aujourd'hui de cette crise. Ma sensation c'est que dans les médias mainstream aussi bien que sur Internet. D'ailleurs, la censure, elle s'accroît à la faveur, justement, de cette Covid-19, au nom du bien, toujours, évidemment. Quel est votre regard là-dessus ? Vous étiez pour la censure, il y a quelques instants, vous me disiez finalement Raoult, Fouché, j'ai envie de dire Montagnier, Péronne, fallait quoi ? Fallait les bâillonner ? Non, mais un type qui dit n'importe quoi. Non, mais attendez, laissez-moi aller au bout. Un type qui dit n'importe quoi et qui dit des choses dangereuses, je dis pas qu'il faut le censurer. Je dis qu'il a tort de le faire. Voilà. J'ai le droit personnellement de dire, voilà, ce que disait Louis Fouché, c'était pas bien. J'ai pas dit qu'il fallait l'empêcher de le dire. Je dis ce n'était pas bien. Selon vous, j'ai envie de dire. Et je condamne, voilà, selon mon opinion, mon système de valeurs, ma compréhension du phénomène. Il allait au-delà de ce qu'il comprenait. Lui non plus n'était pas épidémiologiste. C'est un réanimateur de Marseille. Il allait beaucoup plus loin. Il allait sur l'épidémio, il allait sur la société, il allait sur l'eugénisme, il allait sur le fonctionnement de l'État. Il avait tout compris. Et lui, il avait une vision globale du monde qui, en fait, était la vraie. Et les autres, ils se trompaient. Voilà. Donc pour moi, c'est le conspi, la définition du conspi. Et je trouve ça pas bien. Mais il fallait laisser parler. Moi, je ne suis pas pour empêcher les gens de parler. Voilà, je suis contre ça. Je pense que tout le monde doit avoir le droit de parler. Par contre, quand un type dit un truc que je trouve pas bien, j'ai le droit de lui dire là, tu dis n'importe quoi et c'est dangereux ce que tu es en train de dire. Et je suis aussi en droit de lui dire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement... Vous savez qu'il y a des gens comme Idriss Aberkan qui disaient l'exact opposé de ce que vous dites, qu'on débunké, qu'on fait des vidéos qui ont elles-mêmes été censurées, qui étaient censées débunker les fake news. Oui, mais enfin, Idriss Aberkan, il dit aussi beaucoup de conneries. Parfois, je regarde, moi j'ai eu un débat avec lui, 90% des choses qu'il me disait, je savais que c'était faux. Donc certes, il a le droit de dire des trucs faux, mais j'ai aussi le droit de dire que ce qu'il dit, c'est faux. Donc moi, j'ai jamais dit qu'il fallait faire taire qui que ce soit. Vous comprenez que nous, on a du mal quand on n'y connaît rien, quand on voit Blachier, Aberkan, excusez-moi. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est compliqué. Il parlait avec une conviction qui était pas loin d'être la même que la vôtre. D'ailleurs, je vous mets pas en opposition, mais je veux dire par là, quand on est, alors journaliste encore plus, parce que les journalistes de plateau, on avait l'impression parfois que c'était devenu des médecins aussi. Eh ben c'est pareil. Les journalistes, par exemple, moi, je les ai beaucoup fréquentés pendant cette période-là. Il y en a qui vous ont, alors, allez, les bons points et les mauvais points, il y en a... quelques-uns qui vous ont... Moi, j'adore les journalistes. J'aime bien, je trouve que... Peut-être les projecteurs aussi, non ? J'aime bien les projecteurs aussi, mais j'aime bien les journalistes. Il y a un seul endroit où j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas le droit de tenir un autre discours que le discours, je vais le dire, c'était BFM. Voilà, je l'ai dit, on allait là-bas, on le sent. On nous dit rien, il fallait dire que c'était grave. Il fallait dire que c'était grave, que les mesures n'étaient pas assez fortes et qu'il fallait faire extrêmement... C'est-à-dire, on vous le disait, on vous le faisait... Non, on vous dit rien. Personne ne dit rien à personne. Ça, c'est une idée qu'il faut s'enlever de la tête. Vous n'avez pas des coups de téléphone ou des coups de pression. Ça n'existe pas. Par contre, vous le sentez. Vous le sentez, le journaliste vous cornérise et vous ne pouvez pas en sortir. Il vous donne plus la parole quand vous le sentez. Et puis parfois, vous n'êtes même plus invité du tout. Donc ça c'est vrai. Et d'ailleurs, ils l'ont admis dans des colloques. C'est vrai parce qu'à un moment donné, vous n'étiez plus invité. Ah non, j'ai pu être invité. Et ils l'ont fait sortir d'ailleurs. Ils l'ont fait sortir, c'est sorti dans Marianne, il y a eu écrit, Blachier, personne n'a de grattage chez BFM. Parce que il était trop rassuriste et qu'il disait pas que c'était catastrophique, qu'il fallait absolument confiner tout le monde, qu'on en avait fait trop, qu'il fallait vacciner tous les enfants en urgence, voilà. Ouais, c'est ça le déclencheur. Vous, ce qui vous a fait à un moment péter un câble, mais dans le bon sens du terme, ça a été les enfants, c'est ça ? Moi, je pense que les enfants... La vaccination des enfants. Je vous ai dit, la jeunesse a été maltraitée, les enfants ont été maltraités à l'école. Je trouve que leur avoir fait porter le masque pendant 2 ans, c'était juste délirant. Alors, moi, j'ai entendu dire, alors pareil, je ne veux pas me faire le vecteur de rumeurs, mais qu'il paraîtrait que vous avez changé d'avis au contact de gens dans votre entourage, dans votre nouvel entourage, vous voyez. Non, mais je laisse votre vie privée là où elle doit être, mais est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des gens dans votre entourage très proche qui, en plus, ne seraient pas forcément des gens qui auraient votre compétence scientifique, qui vous auraient peut-être fait voir les choses d'une manière différente. Est-ce que c'est fake ou pas, ça, comme info ?
Je sais pas, c'est toujours difficile de faire la part des choses sur les influences que vous avez reçues. Vous êtes toujours influencé par la personne avec laquelle vous vivez. Bon, voilà, vous avez compris. Voilà, ouais, j'ai très bien compris. Et vous l'avez entendu cette. Non, mais oui, ça se dit beaucoup. Donc c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est rigolo, donc on le dit. Non, mais attendez, moi je trouve. C'est rigolo. Non, attendez, là qu'on s'arrête 2 secondes. Je trouve pas ça rigolo, forcément dans le bon sens ou dans le mauvais terme, sens du terme. Finalement, ça veut dire que. Voilà, le soir, avec votre compagne, vous parlez, finalement. Tout le temps. Elle vous fait. Tout le temps. D'ailleurs, c'est devenu quasiment toxique. On peut le dire qui est votre. Enfin, ouais, c'est Marie-Estelle. C'est vrai. Qu'est-ce que non, mais disons son nom, ce qu'elle fait. Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue et qui elle a toujours. Bon, excusez-moi, elle est pas. Voilà, donc elle est pas épidémiologiste. Non, elle a jamais parlé d'épidémiologie. Elle. Bon, alors comment se fait-il? Et donc ce serait alors elle vous a fait peut-être voir les choses d'une manière. Il y a 2 éléments sur la jeunesse et sur les enfants. Il y a toujours mon associé Henri Leleu a toujours eu les yeux rivés sur les courbes de dépression de la jeunesse. Et dès l'été 2020, il m'envoyait des messages en disant « Regarde ces courbes, c'est affolant, on n'a jamais eu ces taux de dépression chez les jeunes, on est en train de faire n'importe quoi, ça laissera des traces. » Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'est que Marie-Estelle, qui consultait toute la journée, passait ses soirées également à me dire « Je vois des jeunes dans mon cabinet, ça va pas du tout, ils sont complètement perdus. » Soit c'était les jeunes eux-mêmes, soit c'était des parents. Il y a peut-être plus de victimes, on le saura peut-être un jour, vous qui faites des maths en statistiques, est-ce qu'il n'y aura pas eu plus de victimes collatérales de la Covid Non, mais ça, c'est une étude qu'il faudra mener. De toute façon, c'est évident, il y a eu des premiers éléments, et nous, on le fera si jamais c'est pas fait par les pouvoirs publics. Et soit c'était des parents qui disaient « Mes enfants, ça va pas, quoi. Ils étaient bien, et ils sont complètement partis en torche, ils ont plus de repères, ils sont perdus. » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont déprimés, ça veut dire qu'ils ont des idées noires, ça veut dire qu'ils se mettent à avoir des addictions, enfin toutes les maladies mentales qu'on peut avoir à cet âge-là. Et la jeunesse n'allait pas bien du tout. Elle me l'a beaucoup dit, et forcément ça a joué sur l'importance que le sujet avait pour moi. Mais il avait déjà une très forte importance, pour être honnête, parce que mon associé était très sensible à ça. Maintenant, sur les autres sujets, à part ce sujet-là où elle est très compétente, c'est évidemment pas elle qui va me convaincre sur des sujets d'épidémio ou de thérapie ou de vaccins. Vous parliez de la potentielle censure dont vous aviez été victime, mais alors vous pour d'autres raisons, mais donc vous confirmez donc que vous l'aviez donc ressenti de manière larvaire. Alors je reviens là-dessus, ouais. Parce que déjà personne ne vous appelle ou ne vous dit quoi que ce soit. Vous n'avez pas de consigne. Je n'ai jamais eu la moindre consigne de toute part que ce soit. Non, on vous invite plus. Donc, mais on vous dit pas tais-toi, mais on t'invite. C'est l'hypocrisie un peu française. Vous savez, c'est comme les salons. On vous dit rien. Mais par contre, vous savez que vous avez des plus quand vous n'êtes plus invité. Donc c'est ce genre de choses. Ça, c'est très français. Il y a d'autres cultures où les gens sont beaucoup plus directs et ils vous disent les choses. Mais la France, ça fonctionne pas comme ça. La France, on ne vous dit rien. Ah oui, très bien. Et puis après, vous n'êtes plus invité. Mais c'est pas arrivé dans beaucoup de médias. Et j'en ai parlé d'ailleurs en off avec des journalistes qui interviennent à BFM. Et eux disent eux-mêmes, ils disent mais BFM, il y a une espèce d'autocensure. Et en fait, c'est ça l'intelligence de la chaîne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des messages directs, mais en fait, les gens vont essayer de déterminer eux-mêmes la ligne qu'ils doivent. Place, peut-être. Voilà, exactement. Et donc moi, j'en sais quelque chose, puisque j'en viens de ces médias mainstream. Voilà, on pense à sauver sa place, quoi. Mais il faut manger. Donc les journalistes sont comme ça aussi. Ou se barrer et tenter l'aventure tout seul. Ou alors être totalement indépendant, comme je le suis, mais vous n'êtes jamais complètement indépendant. Et donc, il faut savoir exactement quelle est votre limite. Je pense que sur ces limites-là, j'étais beaucoup plus loin que beaucoup de monde. Mais vous avez quand même, d'une certaine manière, alors vous me disiez tout à l'heure, Louis Fouché, les autres, bon, fallait quand même les séparer, mais jusqu'où, d'après vous, parce que vous la dénoncez quand même, cette censure, ou pas, par exemple, celle du professeur Perron, qui a été relevée de ses fonctions. Il y avait aussi Fabrice Divisio, même. Alors, allez, de manière plus générale. Fabrice Divisio, c'est pas un professionnel de santé, c'est un avocat qui visiblement peut continuer. Mon ami Fabrice Divisio qui nous regarde. Non, moi je le connais aussi. Fabrice, c'est pas une victime, quoi. En quoi il est victime de quoi que ce soit. Il était médecin, il a plutôt gagné sa vie sur la crise. Tous ces médecins qui ont été suspendus, qui ne peuvent plus exercer. Ouais, est-ce que c'est un problème pour lui ? Je veux dire, je pense pas que Fabrice Divisio, il faille le mettre en... Oui, non mais d'accord, mais il faut pas le porter comme la victime du système. C'est un système dont il a plutôt profité. Ça n'est jamais... vous me le présentez comme le il s'érige comme porte-parole de ces victimes, à qui on a un petit peu... Enfin, qu'on a... Donc parlons des victimes, plus que Fabrice Divisio. Le professeur Christian Perron, moi je suis passé dans son service. Je suis passé dans son service quand j'étais externe, parce que j'étais à Paris-Ouest. Un grand professeur, le professeur Perron. Qui était considéré comme une sommité. Une sommité. À l'époque, il avait un service. Vous trouvez que c'est bien immense, la manière dont on le traite? Il avait un service immense
d'infectiologie à Garches, où il avait fait beaucoup de VIH, où il avait un service d'anorexique, qui travaillait en lien avec le service du professeur Hanan, qui est un autre immense réanimateur. Donc c'était vraiment quelqu'un d'installé, qui avait travaillé sur la maladie de Lyme, enfin extrêmement réputé. Et après, moi j'en sais rien, j'ai pas suivi Christian Perron. J'ai vu qu'il avait été éjecté de la PHP, parce qu'il tenait un discours qui était... Non, mais là, vous avez un avis quand même. Ça non, mais moi, pas j'ai pas écouté en fait. La réalité, c'est que j'ai écouté ce qu'a dit Didier Raoult, mais Christian Perron, j'ai pas suivi sa thèse. Je sais qu'il a été éjecté. La liberté de prescrire, par exemple, de manière plus générale, ça c'est un truc. Non, moi je suis pas totalement pour la liberté de prescrire. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que les médecins, ce sont des gens comme tout le monde. Et ce sont des gens comme tout le monde qui écoutent et qui sont perméables à un certain nombre d'informations. Si un médicament, vous savez qu'il est dangereux, et vous savez, parce que vous avez réuni un certain nombre d'experts très compétents, qui vous ont dit ce médicament ne fonctionne pas, vous n'allez pas laisser un médecin qui connaît franchement pas grand-chose le prescrire. Vous ne pouvez pas faire une liberté de prescription totale. En plus, la connaissance est tellement complexe aujourd'hui que vous avez besoin de vous mettre à plusieurs, de faire des revues de littérature qui durent des mois pour pouvoir émettre un avis sur le sujet. Donc le médecin qui n'est pas à jour... Non, mais ce qui est marrant, c'est que sur le vaccin, là, par contre, c'était... Non, mais le vaccin, ça a été ultra étudié. Vous ne pouvez pas dire ça. Il y a 3 millions de recul. C'est des docteurs Marty qui disaient ça. Enfin, des trucs complètement... Il y avait vraiment le recul dont on parlait. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il est toujours en phase... Enfin, moi, j'y connais rien, mais il est toujours en phase... ce qu'on appelle même conditionnel, comme on dit. Ça, c'est un fait, ils sont ça. pas tous... Non, mais c'est un fait ou c'est pas un fait, ça ? Parlons du fond du sujet sur le vaccin. Le vaccin, à un moment, on est dans une situation... Alors avec, encore une fois, plus de prudence, puisque... Moi, je parle des faits. Voilà. Le vaccin, on était à un moment où on avait un outil qui nous permettait de sortir de la crise. Un vaccin efficace sur les formes graves. Et ça, je crois qu'on ne peut pas le remettre en question. Très efficace sur les formes graves. On voit bien d'ailleurs la différence entre les pays aujourd'hui qui sont très vaccinés et les pays qui sont très peu vaccinés sur les patients qui vont à l'hôpital, et notamment ceux qui sont intubés. Donc vraiment le vrai sujet qui faisait que ça bloquait les sociétés. On avait l'opportunité de sortir d'un monde de confinement. Pour moi, le confinement, c'était mon pire ennemi. C'est ça qui m'a le plus marqué, ce sont les confinements. On pouvait en sortir avec un outil qui était le vaccin. On avait un certain nombre de données, et les gouvernements ont estimé que ces données, et les scientifiques ont été consultés, qui étaient les scientifiques les plus à jour sur ce sujet-là, les agences, en qui je fais une parfaite confiance, ce sont des agences qui sont vraiment indépendantes, ce ne sont pas des agences de bandits, l'IMA et la FDA, et si on commence à dire ça, ça veut dire que dans ce cas-là, on ne croit plus en rien. Attendez, l'AMA, la FDA, la Food and Drug Administration, c'est les agences qui donnent les autorisations, qui donnent les autorisations pour utiliser certains produits de santé en Amérique du Nord et en Europe, qui sont des agences scientifiques indépendantes des gouvernements. Pas liées à l'OMS, non ? L'OMS, ça n'a rien à voir. L'OMS, c'est une espèce de truc général, qui n'a pas eu une grande importance dans ces crises d'ailleurs. Elles ont dit, ce vaccin remplit les conditions pour être utilisé. Donc vous êtes un gouvernement, on vous dit que ce vaccin peut être utilisé pour sortir de la crise, vous l'utilisez largement. Point barre. Maintenant qu'il y ait quelques effets indésirables sur le vaccin, personne n'a dit que ce n'était pas le cas. Que le vaccin n'est pas parfait, personne n'a dit que ce n'était pas le cas. On a jugé à un moment qu'il fallait utiliser ce vaccin parce qu'il remplissait les conditions pour nous faire sortir de la crise et qu'il valait mieux sortir qu'y rester. Et que même si on n'avait pas autant de données qu'on avait sur d'autres vaccins auparavant, on pouvait quand même l'utiliser. On peut le critiquer, ce choix. Et personne ne cache qu'effectivement, on avait moins de recul potentiellement que sur les autres vaccins. Mais on a jugé qu'on allait quand même les utiliser. Voilà ce qui a été décidé. Et où est la conspiration là-dedans ? Où est le complot ? Et je veux dire que, et même si on découvre qu'il y a des effets indésirables du vaccin, il y a des effets indésirables du vaccin, donc on pourra reprocher. On pourra dire, vous auriez pas dû prendre cette décision. Bon, enfin, si vous êtes dans le 1 qui a eu la thrombose et qui a clamsé... Non, mais je suis d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que tout a été mis dans la balance. On s'est dit, on est vraiment dans la merde. On ne sait pas comment sortir. On était à la fin 2020. Ça fait 1 an qu'en gros, le monde est à l'arrêt. On va peut-être plus avoir à bouffer. On va peut-être plus pouvoir produire. Ça va être, en gros, on va tous se laisser mourir. On a un vaccin. On a un certain nombre de données. On y va, on n'y va pas. Ils ont dit qu'on y allait. Et c'est les agences qui ont dit qu'on y allait. Après, les gouvernements les ont utilisés. Il n'y a pas eu de drame qui a été révélé. Et il y a potentiellement des effets indésirables qui sont étudiés.
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rendre compte que potentiellement il a modifié les règles de femmes, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas certaines paralysies faciales. Encore une fois, c'est encore à l'étude. Mais voilà, je ne vois pas ce qui est caché en fait. Je ne vois pas où est le loup là-dedans. Alors qu'il y a plein de gens qui sont persuadés qu'il y a un loup. Moi, je ne le vois pas. Alors, Martin Blachier, j'aimerais bien qu'on revienne à présent sur l'origine de cette Covid-19. Est-ce que vous croyez à la thèse selon laquelle le virus aurait été créé en laboratoire ? J'en sais rien. Honnêtement, ça c'est un domaine. Ça vous y êtes pas intéressé un peu ? C'est un domaine d'enquête, si vous voulez. C'est comme une enquête une enquête de police, quoi. Donc moi, ce que je vois, c'est que les choses assez factuelles, qu'on étudie le génome et on voit que c'est probablement pas un virus de manipulation génétique. Ça, c'est une première chose. On sait qu'on a un cycle classique qui fait que c'est des virus L'hypothèse de l'accident qui aurait mené à la diffusion du virus depuis le laboratoire P4 de Wuhan, elle n'est pas crédible selon vous. Non, mais on n'en sait rien. En fait, c'est des virus qui sont capables de passer de l'animal à l'homme. Ça, on le sait. Donc après, où est-ce que c'est passé de l'animal à l'homme ? Est-ce que ça a été dans un laboratoire ? Ou est-ce que ça a été dans un élevage de bisons ? Parce qu'au début, ceux qui disaient ça, ils étaient traités de complotistes ou de conspirationnistes. Ce que vous venez de dire là. Non, aujourd'hui, c'est une théorie qui est... Ah bah aujourd'hui, voilà, mais je peux vous garantir, à l'époque, ceux qui commençaient à dire des choses comme ça, ils étaient tout de suite mis à l'index. Soyons très honnêtes. Ceux qui ont commencé par dire ça, ils n'ont pas dit cette théorie. Ils n'ont pas dit les choses comme je le disais. Ils ont dit c'est une attaque bactériologique de la Chine. C'est ça que les gens disaient. Ça, c'est un peu conspirationniste. Donc, ok, on peut le dire, tout est possible, mais il faut quand même avoir des sacrées preuves pour commencer à balancer un truc comme ça, d'autant qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus dans la merde avec la Covid, ce sont les Chinois. Donc moi, je veux bien que les gens balancent des trucs comme ça, mais dans ce cas-là, il faut des sacrées preuves. Après, dire que potentiellement la transmission animal-homme, elle s'est faite dans un laboratoire on est d'accord ou elle s'est faite dans un marché, quand même. C'est pas la même chose. Tout est parti de là-bas. Et alors là, si je vous suis, s'il y a eu quand même un problème dans un laboratoire qui est venu de là-bas, moi j'ai envie de dire aussi, faut pas tout mettre sur le dos de la Chine. Mais enfin, la Chine elle aurait pu participer un petit peu à, je veux dire, ça nous a coûté de l'argent à tous. Vous vous doutez bien que c'est des choses qui sont étudiées. Voilà, vous doutez bien que les Américains et les Européens vont pas avoir subi 2 ans de pandémie et ne pas chercher à savoir d'où ça vient. Bah oui, mais si encore faut-il pouvoir la mener, cette enquête. Ouais. Mais moi, j'en sais rien, ça. Je suis pas dans les petits papiers des discussions qui sont entre les différents gouvernements. Donc la place, le rôle des conflits d'intérêts et la corruption dans cette crise, il y en a pas. Ça, c'est sûr. C'est pour eux. La corruption, non. Je ne crois pas. Les conflits d'intérêts, il y en a toujours. Ce qui compte, c'est d'avoir conscience qu'ils existent. Et si les gens ont pris conscience qu'il y avait des conflits d'intérêts dans la société française et dans le monde, bah, très bien, ils sont sortis de leur grande naïveté qui était que chacun faisait tout dans l'intérêt du collectif. Voilà, bah non, l'homme n'est pas comme ça. La nature humaine pense aussi à son intérêt. Et c'est vrai pour tous les domaines. Maintenant, il y a des règles. Et la plupart des gens respectent les règles et les lois, en tout cas. Non, en tout cas, ce qu'il faut vous reconnaître, c'est une certaine quand même forme de courage, parce que c'est vrai que avec tout ce que vous avez dit, vous avez subi à un moment donné des pressions, des menaces. Bon, les menaces, je les ai subies et bien subies des supporters de Raoult. Autour de 2021. Là, vous avez aggravé votre cas. Aujourd'hui, pas du tout. Non, aujourd'hui, ça s'est totalement détendu parce que les gens, la Covid, c'est un petit peu plus lointain, sauf les gens qui sont en train de s'enquister dans leur théorie alternative. Là. Si c'était à refaire aujourd'hui avec le recul, vous le referiez, cette exposition médiatique ? Ah oui. Ouais, c'était une expérience incroyable. On a beaucoup bossé. Parce qu'on a eu un impact. Vous n'avez jamais eu l'impression de prendre la grosse tête, de rester. Vous êtes toujours resté lucide. J'ai toujours plutôt eu la grosse tête. J'ai pas eu besoin de la crise Covid. Et non, moi je pense que je vous ai dit, je suis un bon client, donc ça a plutôt été une révélation. Rester lucide quand on a une telle exposition médiatique. Non, faut pas exagérer. J'allais sur les plateaux, j'ai pas eu la vie. Non, mais il y avait vous, Karine Lacombe, Gilbert Deray. Il y en a quand même 5-6. Ouais, enfin, vous savez, c'est un plateau télé, c'est pas non plus les marches de Cannes. Hein. Vous arrivez dans un bâtiment, il y a un vigile qui vous reçoit, il vous emmène sur un plateau, vous dites ce que vous avez à penser, vous rentrez chez vous. C'est pas. Non, mais moi, c'est l'après. Je veux dire, vous étiez reconnu dans la rue, accosté, méchamment, sympathiquement. Écoutez, les gens que je connais bien n'ont pas trouvé que j'avais considérablement changé. D'accord. Bon, alors ça, c'est important. Et quand vous avez eu ces menaces, vos proches, tout ça, ils le vivaient comment ? Non, il y a eu mon ex-femme qui se faisait menacer toutes les nuits au téléphone avec des gens qui la menaçaient de mort en l'appelant, elle vit avec mes enfants, et ça, elle l'a très mal pris. Elle m'a demandé d'arrêter de parler sur la crise. Et c'était tôt, hein, c'était été 2020. Évidemment, je lui ai dit, change de numéro, mais je ne vais pas m'arrêter juste parce qu'il y a des gens qui me menacent, mais je suis désolé.
Et du coup, elle a changé de numéro de téléphone, ça ne s'est plus reproduit. On a continué de recevoir des lettres de menaces au bureau régulièrement. Portiez plainte? Non. Non, parce que j'avais pas que ça à faire. Et vous aviez identifié d'où ça pouvait peut-être venir? Non, ce sont des anonymes qui sont dans leur délire aussi. Mais ils arrivaient à trouver votre téléphone, celui de votre femme? Non, c'est facile. À trouver n'importe qui, c'est hyper facile. J'ai une boîte, aujourd'hui vous avez Google, et puis quand vous avez une entreprise, vous laissez quand même relativement fuiter votre numéro de téléphone pour que les gens puissent vous appeler. Bah justement, tiens, du coup là vous me tournez la perche. Les petites questions provoquent, ça vous a ramené des clients? Non, zéro. Vraiment? Zéro, évidemment, zéro. Au contraire, ça aurait pu m'en faire perdre. Ça n'a pas été bénéfique d'un point de vue professionnel, Martin Blachier, cette crise et cette exposition? Non, franchement, non. Ça a été bénéfique d'un point de vue personnel. Par exemple, j'ai écrit ce livre, que j'aurais évidemment jamais pu écrire si je n'avais pas été médiatisé, mais d'un point de vue professionnel, non. Pourquoi voulez-vous que ça me favorise? Non, mais vous avez été parfois plus d'ailleurs considéré à un moment donné comme un showman en passant chez Hanouna comme un, j'ai envie de dire... Je croyais que passer chez Hanouna, c'est... Ouais, non, mais justement, c'est quelque chose qui vous ramène beaucoup d'études scientifiques, pas trop. On se souvient en tout cas ces duos, ces débats avec Fabrice Divisio, justement, je crois que c'était chez Hanouna, non? Non, mais Fabrice, lui, pour le coup, ça lui a rapporté une activité professionnelle quasiment, il s'est quasiment fait que ça au bout d'un moment. Moi, je fais pas le métier de Fabrice Divisio, donc c'est pas du tout. Non, mais je vous retourne. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression aussi, ce que vous disiez des autres tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'on vous demandait un peu votre avis sur tout et n'importe quoi? Bah non, c'est pas vrai. On me demande que l'avis sur les courbes épidémiques de la Covid. Et de sortir de votre champ de compétences parfois. Non, mais dans le cadre de la Covid, vous me disiez il y avait plein de différentes quand même variantes. Moi, j'ai jamais parlé de la prise en charge des patients. J'ai jamais parlé des sujets que je connais pas. Je connais l'organisation. Moi, je fais de la santé publique, donc je connais l'organisation du système de santé. Ça, je connais bien. Je connais l'épidémiologie et je connais un peu le développement des traitements. Moi, j'ai parlé des sujets que je connaissais. Les médecins les plus désastreux au cours de cette crise, donc ça, vous voulez pas me dire? Question piège. Bah ouais, quand même. Didier Raoult. Ah ouais. D'accord. Bon, bah écoutez. C'est celui qui a fait le plus de mal, en tout cas. Didier, si tu nous regardes. Alors, on va parler un petit peu, si vous voulez bien, Martin Blachier. On va revenir, même si on fait déjà depuis le début de cette émission, sur ces 2 années de vie sous Covid. Dans votre livre, vous exposez assez brutalement, il faut le dire, les différentes controverses qui ont eu cours ces 2 dernières années sur les politiques sanitaires à mener. Vous parlez de tous les sujets, le masque, la fermeture des écoles, le traçage, et j'en passe. J'incite vraiment donc ceux qui nous écoutent à lire ce livre, car cela permet vraiment de prendre du recul et de se rappeler également de la folie de ces 2 dernières années, de ces débats enflammés. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez appelé ce livre Méga Gâchis, qui est, je le rappelle, donc sorti le 10 mars dernier aux éditions du Cerf? Le livre, il est vraiment sorti quasiment tout seul, quoi. C'était, je l'ai écrit un peu à chaud avec mon associé Henri Leleu. Et j'ai fait un plan, j'ai remis toutes les idées en place. Faites tout avec lui, quoi. Ouais, non, mais on est comme 2 hémisphères d'un même cerveau. Depuis 10 ans, on réfléchit tout ensemble. Et on est arrivé sur un truc qu'on trouvait bien et j'avais aucun titre. Vraiment aucun titre. Je suis parti en week-end, bref, je faisais du vélo autour du lac d'Annecy et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça m'évoque tout ça, quoi. Tout ce que j'écris là, c'est... Et il m'est venu l'idée du grand gâchis. Je me suis dit, c'est le grand gâchis, ce truc, quoi. C'est vraiment... c'est absurde. Et en fait, la bêtise de ce monde, quelque part, a gâché la jeunesse, a gâché plein d'argent, a mis tout le monde à l'arrêt, et on aurait pu faire tellement mieux. Et donc, je me suis dit, je vais appeler ça le grand gâchis. Le grand gâchis, c'est marrant parce que ça me rappelle, pardon, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise du professeur Perrone? Oui, je sais pas ce qu'il dit. Moi, j'ai pas suivi Christian Perrone. J'ai assez peu suivi après la chloroquine Didier Raoult. J'avais suffisamment à faire. Voilà, je me suis pas benchmarké par rapport à Christian Perrone. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'est sorti. Et donc, on pouvait pas prendre le grand gâchis parce que s'il y avait des livres d'économie libérale un peu, qui s'appelaient le grand gâchis. Donc, on appelait ça méga gâchis. Au début, je trouvais ça un peu pas terrible. Et puis finalement, je me suis dit, c'est bien, ça parle. Les gens vont comprendre. Donc, si on devait, en quelques mots, faire un bilan de l'épidémie, enfin de la gestion de l'épidémie par le gouvernement actuel, ce serait quoi ce bilan selon vous? Je dirais qu'on n'aurait jamais dû confiner autant. On n'aurait pas dû faire des confinements aussi stricts. On n'aurait jamais dû fermer les écoles. Ça, c'est les décisions les plus importantes qui ont été prises et maladroitement selon vous, c'est ça?
Je pense que parce qu'on n'avait pas des outils suffisamment précis, parce que le niveau scientifique n'était pas au rendez-vous, on n'a pas fait les bons choix. Je pense qu'on a fait plein de choses inutiles. Ouais, mais moi j'ai envie de vous dire, est-ce que la santé, c'est un peu la mesure de précaution? Est-ce que la santé, elle peut pas justifier? Alors là vraiment, je me fais vraiment, je partage pas du tout ce point de vue, mais je le dis parce que justement, je vous oppose un peu à l'envers ce que vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que ça permet pas tout? Non, mais on n'a pas réfléchi en termes de santé, on a réfléchi en termes d'infectiologue. Oui, mais on n'avait pas beaucoup de connaissances à ce moment-là. On a juste cherché à minimiser au maximum l'impact de la crise Covid sans prendre en compte tous les effets collatéraux de la crise. C'est ça qu'on a fait. On l'a fait de moins en moins, parce que de plus en plus, je trouve quand même que le politique a repris sa fonction de vision un petit peu au-dessus de la pure principe d'infectiologie. Mais donc Martin Blachier, ministre de la Santé, lors de cette crise, il aurait fait quoi? Martin Blachier, ministre de la Santé, il aurait très probablement encouragé à confiner le minimum possible et à remplacer les confinements par couvre-feu, gros télétravail et annuler les méga événements. Je pense que j'aurais fait une campagne de vaccination assez différente dans le sens où j'aurais rendu obligatoire la vaccination chez les personnes âgées. À partir du moment où le vaccin était disponible pour les personnes âgées, je l'aurais rendu obligatoire pour les personnes âgées, et 2, j'aurais mis 0 mesure de contrainte chez les jeunes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait le vaccin, suffisamment de vaccins pour tout le monde, j'aurais dit maintenant, la règle que je me fixe, c'est 0 contrainte sur la vie des jeunes. C'est-à-dire vous pouvez revivre comme vous voulez, vous êtes libérés, vous avez vécu un enfer alors que vous n'étiez pas concerné. Et puis voilà, moi la crise se sera arrêtée, honnêtement, la crise avec moi, ce sera arrêté à l'été 2021. Parce que toutes les personnes âgées auraient été vaccinées. Vous n'auriez pas augmenté les lits de réanimation? C'est pas des lits, c'est le problème du système de santé sur les... En fait, les lits de réanimation n'est que le critère en bout de ligne de la problématique de l'organisation du système de santé. C'est lié au fait qu'on n'avait plus assez d'infirmières dans les hôpitaux publics, parce qu'ils étaient épuisés par la crise. Parce qu'il n'y avait pas assez de personnel de réserve pour des soins critiques comme cela, parce qu'on a voulu mettre tous les patients en réanimation alors qu'il y a certains patients, on aurait pu mettre de l'oxygène ailleurs. Mais c'était un problème plus global. Le lit de réanimation, c'est une résultante de tout un tas de systèmes qui fonctionnent d'une façon particulière, et vous pouvez pas changer ça en période de crise. Vous pouvez pas réformer le système de santé entre 2 vagues Covid. C'est impossible. Donc c'est un peu un mauvais jugement, ça. Alors, Martin Blachier, il y a ce qui est, j'ai envie de dire, étonnant, l'actualité qui nous rattrape, parce que c'est vrai que là, on n'en parlait plus du tout de la Covid-19. On parle et ce qui est tout à fait normal, de cette guerre en Ukraine et de cette situation internationale, géopolitiquement parlant, j'entends bien sûr. Et il y a un sujet qui est revenu depuis quelques jours dans l'actualité, sans doute à l'approche de la présidentielle, mais pas seulement. Et c'est d'ailleurs Fabrice Divisio qui a été l'un des premiers à le pointer du doigt. J'aimerais vous interroger à présent sur le sujet du moment, donc relatif au rôle des cabinets de conseil dans cette crise. Et il y a un rapport du Sénat qui pointe aujourd'hui des pratiques très douteuses et leur influence sur les décisions prises dans le cadre de la crise. Le cabinet McKinsey est particulièrement mis en accusation, notamment pour l'évasion fiscale qu'il semblerait pratiquer. Alors vous qui avez une société privée, quel regard, Martin Blachier, vous portez sur ce recours à des cabinets de conseil pour définir la politique sanitaire du gouvernement ? Alors ça, encore une fois, c'est traité un peu en amateur, cette histoire McKinsey, parce que c'est un sujet que je connais bien. McKinsey, c'est quoi? McKinsey, c'est une entreprise qui recrute, américaine, qui recrute des têtes très bien faites. Voilà, ça recrute des gens dans des très bonnes écoles, qui travaillent comme des dingues. Vous auriez pu être recruté chez McKinsey. Je ne suis pas tout à fait le profil. McKinsey, c'est des profils plus généralistes. Donc en fait, c'est des gens qui ont fait une école d'ingénieur, une très très bonne école de commerce, qui travaillent 12 heures par jour. C'est votre cas. Oui, mais bon, moi je suis quand même sur un sujet technique médical, je suis moins touche à tout. Et ils sont mis dans des endroits quand il y a une mission. Ah, vous voulez dire que ce ne sont pas des spécialistes? Ce ne sont pas des spécialistes. Non, pas du tout. Ce sont des gens, c'est des gros bosseurs qui travaillent sur des projets où il faut être assez serré pour remplir une mission. Pourquoi il y a eu des gens de McKinsey? Parce que dans les administrations... Il n'y a pas de gens compétents pour faire ce boulot. En tout cas, les gens qui étaient en charge, Olivier Véran, probablement à l'Élysée, ont jugé que les gens qui étaient en charge ne pouvaient pas faire le job. Que ce n'était pas au niveau. Du coup, ils ont appelé McKinsey et ils ont dit, écoutez, là, je suis désolé, on doit gérer une campagne de vaccination, on doit gérer ci, ça. J'ai l'impression que les gens n'y arrivent pas dans mes administrations. Pourtant, elles sont pléthoriques, on le sait, mais ils n'y arrivent pas.
Pourquoi ils n'y arrivent pas? Un peu pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vu que c'est des gens qui sont jamais challengés par personne, au bout d'un moment, ils sont moins bons qu'un McKinsey. Vous êtes challengé tous les jours, sinon vous êtes viré et remplacé par quelqu'un qui est meilleur. Vous avez un recrutement international, enfin voilà. Et donc, McKinsey, qui doivent bien regretter d'avoir foutu leur nez là-dedans, parce que je peux vous garantir que c'est pas de ça qu'ils vivent, vous voulez dire que c'est mineur en termes... C'est rien. Ils font 300 millions de chiffre d'affaires en France. 5%. Ouais, et ils ont fait 15 millions avec la crise Covid. Donc vous voyez, c'est pas ça qui les a fait bouffer, comme on dit dans le milieu. Oui, enfin, il n'y a pas que l'argent, parce qu'en termes peut-être de... Enfin, ça, non, pas plus que ça. Non, le reste du temps, ils bossent pour des grosses boîtes du CAC 40. Oui, mais sont les seuls à avoir ça les moyens permet de se pas... les payer. Enfin, ça ouvre des portes, je pense, non, de travailler pour le gouvernement, non? Je pense que oui, ils ont une partie pouvoir public qui s'occupe de la partie publique qui existe chez McKinsey, mais voilà, je pense que s'ils avaient anticipé ce bad buzz, je suis pas sûr qu'ils y seraient allés, mais ça c'est le risque quand vous travaillez avec le public ou quand vous êtes sous le feu des projecteurs. Et donc on a envoyé ces têtes bien faites, notamment à Santé publique France. Bon, moi je sais que ça fonctionne pas toujours extrêmement bien, pour challenger un peu les équipes, pour mettre du rythme. Et aujourd'hui, se retrouvent comme si c'est eux qui avaient géré la crise, quoi. Mais en fait, déjà, il n'y a pas eu que McKinsey, il y a eu plein d'autres cabinets de conseil. Pas celui qui a été le plus sollicité. Hein. C'est celui qui a été le plus sollicité, mais si vous prenez tous ceux qui ont été sollicités, ça fait plus en cumulatif que McKinsey largement. Et donc, on a mis ces têtes bien faites. McKinsey est très présent en France, dans les administrations, pour les booster. Ça veut dire quoi? Soit vous considérez que c'est parce que l'administration n'est pas assez forte, et vous dites, en gros, c'est administratif, c'est plus possible, déjà ils sont trop nombreux, et ensuite ils sont incapables de faire le boulot quand il y a une crise, ce qui est une première lecture. Et l'autre lecture, vous êtes un peu plus sympa, et vous vous dites, bon, bah quand même, c'était pas facile, c'est normal qu'on ait eu besoin de renforts. Après, McKinsey fait de l'évasion fiscale, enfin, de l'optimisation fiscale, parce que visiblement c'était légal. Moi, je suis pas compétent là-dedans, enfin, je veux dire, c'est un sujet qui n'a rien à voir. Pourquoi on mélange le fait qu'on ait eu besoin de McKinsey pour gérer la crise sanitaire et le fait qu'ils font de l'optimisation fiscale? Ah bah si, ça pose un problème, parce que si l'argent qui est de l'argent public, après, il n'y a pas d'impôt plus payé dessus, et que tout ça remonte dans le Delaware, enfin, c'est pour l'instant... Dans ce cas-là, vous faites de la préférence nationale et vous jugez que les pouvoirs publics ne doivent prendre que des cabinets français. Il n'y en a pas de cabinet français qui était capable de faire le job? Visiblement pas assez. Ou pas assez bon. Ou alors il y a du conflit, ou alors il y a du conflit d'intérêts, j'en sais rien, mais moi j'ai pas de preuve de conflit d'intérêts et c'est pas ce que je connais de la pratique. En tout cas, ça dit quelque chose de l'effondrement de l'État quand même, selon vous, dans ce que vous dites là? L'effondrement de l'État, ça dit quelque chose du système public qui fonctionne avec des gens qui sont tranquillos, à l'inverse du privé où il y a des gens qui sont challengés tous les jours. Mais ça, on le sait, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi. Quand vous avez un statut, vous êtes invirable et globalement, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes en poste. C'est pas la même chose que dans un domaine où... Il y a quand même une question qui s'est posée là récemment. On a vu sur les liens entre McKinsey et Laurent Fabius par l'intermédiaire de Victor Fabius, donc le fils du président du Conseil constitutionnel, qui est aussi directeur associé de McKinsey. Il n'y a pas un conflit d'intérêts évident selon vous qui peut avoir eu une influence sur les différentes décisions du Conseil constitutionnel en matière sanitaire? Donc vous êtes persuadé que c'est... Non, moi je pose la question. Moi j'en sais rien. Non mais j'en sais rien. Mais honnêtement, je constate juste que Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel, Victor Fabius est directeur associé de McKinsey en charge. C'est vrai, paraît-il, il n'était pas concerné par ces sujets directement, mais enfin, il est quand même directeur associé de McKinsey. En fait, si vous voulez, ça vous interpelle ou pas? Si par exemple mon fils est très fort et qu'il va aller bosser pour je sais pas qui, ce serait pas un peu dégoûtant qu'il puisse pas faire ce qu'il veut parce que je suis son père? Donc moi je trouve ça... Non, mais ce serait peut-être normal qu'on se pose la question. Ou alors, si vous me dites que Victor Fabius n'a fait 0 étude et que tout ce qu'il fait, c'est nul, et qu'en gros, c'est un incapable, et que je parle avec lui et je me rends compte qu'il connaît rien à rien, je dirais, bon, bah là, ce gars-là a été pistonné. Si le mec est une star et qu'il mérite son job, je vois pas pourquoi on irait l'emmerder juste parce qu'il s'appelle Fabius. Donc ça, c'est le premier point. Et après, est-ce que McKinsey est fort en France parce qu'il y a Fabius? McKinsey est fort partout dans le monde. C'est la meilleure boîte de conseil du monde. Donc je suis pas sûr qu'ils aient besoin de Victor Fabius pour avoir des parts de marché. Et encore une fois, comme je vous dis, les pouvoirs publics, c'est 3 fois rien dans leur chiffre d'affaires. Voilà, je trouve, encore une fois, vous voyez, le problème, c'est que voilà, on se trompe, on n'interprète mal le phénomène, et du coup, ça alimente, en plus, une théorie qui est même pas finalisée. Je veux dire, est-ce que ça se tient, cette idée? Est-ce que le fait qu'il y ait ce lien Fabius, c'est suffisamment solide pour imaginer le succès de McKinsey? C'est impossible, quoi. Je veux dire, ça voudrait vraiment dire que dans chaque pays du monde, ils vont dans le pays, ils ouvrent leur filiale McKinsey, ils prennent quelqu'un de la famille d'une personne du gouvernement et que ça suffit pour alimenter tout leur business. Enfin, ça me paraît fou comme idée.
Martin Blachier, bon, en tout cas, voilà votre point de vue. Non, mais voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Il y avait absolument, voilà, je pense qu'elle était légitime quand même. Parce non, que mais Tout le monde en parle, c'est top tweet tous les jours, bien sûr. Alors, Martin Blachier, vous dénoncez aussi dans votre livre, comme d'autres grands noms d'ailleurs de la médecine, tels que le professeur Toussaint, par exemple, le fait que nous dirigeons de plus en plus vers un gouvernement par la peur qui délaisse la raison au profit des émotions. On y est là ? Encore ? On y sera toujours. Pourquoi ? Parce que c'est de la santé. Et le monde médical est un monde extrêmement émotif. Comment vous expliquez que le gouvernement s'appuie tant sur la peur des gens ? Je pense que c'est vrai que le gouvernement l'a un petit peu fait, pour être honnête. J'allais dire, les médecins l'ont beaucoup fait, les grands enfermistes ont joué sur la peur, mais je pense que c'était une peur qui était transmise quasi sincère, en fait. Ils avaient vraiment peur et ils n'arrivaient pas à se raisonner. Et du coup, au lieu d'essayer de faire leur job, de donner une vision objective, ils faisaient que vomir leur peur et leurs émotions sur les plateaux, ce qui n'est pas le but normalement. Après, le politique, je pense que le politique a eu vraiment peur aussi. Et je pense que Véran, par exemple, a eu beaucoup peur. Moi, je le voyais, c'est un type qui avait peur. À mon avis, il y a plein de moments où il ne maîtrisait pas la situation. Quand il va à l'Assemblée nationale et qu'il dit « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sortez d'ici », il se doute quand même que c'est débile de dire ça. C'est quelqu'un qui a un sens politique. Donc s'il le fait, c'est qu'il est médecin d'ailleurs. Qui est médecin, mais surtout c'est quelqu'un qui est très politique. Les gens qui le connaissent disent que c'est une personnalité qui est très très politique. Il a le sens politique. Et quel regard vous avez sur lui concrètement là, en termes de... Moi, je pense que, c'est quand même quelqu'un de relativement solide, parce qu'il a quand même tenu. Et voilà. Après, je pense qu'il... Agnès Buzyn, elle était... je ne connais pas. Je ne m'intéressais pas d'aussi près aux choses à l'époque d'Agnès Buzyn, mais par contre, Olivier Véran, je l'ai beaucoup analysé. Je pense qu'il est trop à l'écoute des médecins. Et qu'il n'est pas assez dans... Elle vous a fait un petit débrief, votre compagne ? Dans l'intérêt collectif. De Véran, non, elle l'adore pas. Elle l'aime beaucoup moins que moi. Mais je pense qu'il a trop été à l'écoute de tous les gens qui sont venus pleurer dans son bureau. Et c'est pas son job. Voilà, je pense que lui, il doit être dans l'intérêt de tous et pas dans l'intérêt des groupes de soignants qui viennent le voir. Et comme il n'avait pas, à mon avis, suffisamment de stature, il n'était pas suffisamment solide avec ses grandes idées sur le système, il a été trop perméable aux conseils scientifiques, aux réanimateurs, aux corporations de médecins généralistes, aux corporations de biologistes. Et comme il n'était pas assez capé, en fait, il avait les épaules un peu trop petites pour le costume, malgré sa solidité de caractère, je pense, en fait, il n'a pas réussi à s'opposer aux gens qui sont venus lui dire ci ou ça. Et finalement, c'est Macron qui a dû le faire. Macron, lui, parfois a mis des limites et a dit « vous m'emmerdez avec votre zéro Covid, la vaccination, je vais y aller fort parce que je pense qu'il faut le faire », et il a pris position. Véran, c'était un peu plus difficile, quoi, et je pense qu'il a moins confiance en lui, je pense qu'il est moins brillant, faut être honnête, je pense qu'il n'est pas extrêmement brillant, et donc du coup, malgré sa solidité, il s'est laissé un peu infuser, et d'ailleurs, il a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il avait du mal à avoir sa ligne, il avait du mal à avoir un discours clair, il était beaucoup moralisateur, et ça pour moi ce sont des symptômes de quelqu'un qui n'était pas assez fort d'un point de vue conception, d'un point de vue intellectuel pour gérer la crise, malgré une solidité de caractère qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs je pense qu'il reste assez populaire dans la population française, et c'est là-dessus qu'il fait sa popularité. Les gens se disent Véran, on a beau dire, il a quand même été solide. Certes, il y a des trucs qu'il n'a pas compris, on a parfois ces trucs de protocole, c'était n'importe quoi, mais il ne s'est pas effondré. Et on est à quelques jours là, de la présidentielle, vous pensez que finalement le bilan est plutôt positif ? En tout cas, moi j'ai regardé les programmes de santé, et franchement celui qui a le meilleur programme, ça reste Macron, quoi. Parce que les autres c'est catastrophique, c'est-à-dire que c'est vraiment on ne change rien, on va juste remettre des sous et rester sur ce qu'on a dit. J'ai l'impression que le seul qui s'est posé quelques questions, c'est Macron, même si c'est encore assez brouillon. Ah, donc vous soutiendriez Macron, enfin d'ailleurs vous avez peut-être une préférence, ouais, c'est lui pour affronter s'il y en a une nouvelle crise. Moi j'ai pas un goût, j'adore pas le monde politique, je trouve que c'est pas, voilà, je préfère le monde, dans votre domaine de compétences, celui pour lequel... voilà, mais dans le monde de la santé, je trouve que ce qu'il dit c'est pas mal, le fait de laisser prescrire les pharmaciens et les infirmières c'est essentiel, les médecins vont être furieux. Vous votez Macron, quoi. Mais il faut le faire, mais c'est pas la question, mais je trouve que son programme santé est bon. Sur le reste des sujets, moi je suis un entrepreneur, donc j'aime bien ce qu'il fait. Après, son programme est bon, son sens de l'analyse est bon. Après, la personne, on peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Il a plutôt pas mal de points où il peut un peu agacer, faut être honnête. Voilà, il s'aime bien, il est assez directif.
c'est quelqu'un, moi je l'ai vécu aussi, enfin, c'est quelqu'un qui prend beaucoup ce que vous avez à lui donner. Et qui Vous l'avez qui rencontré, donne pas- oui. Non, j'ai jamais rencontré, mais je lui ai envoyé des trucs, voilà, ou parfois vous... Et vous êtes sûr qu'il les a lus, ouais, enfin, Ouais, on m'a dit qu'il les avait lus, et puis j'ai eu quelques réponses lapidaires comme quoi c'était bien reçu. Mais voilà, mais bon, je pense que, en tout cas sur le système de santé, la direction dans laquelle il va, c'est la direction dans laquelle moi j'irai. Si demain, Macron, voilà, Martin Blachier, poste de ministre, Non, vous y allez? non, jamais. Ministre, c'est un très très dur métier. C'est contrairement à ce qu'on croit, c'est peut-être un honneur, mais c'est beaucoup d'emmerde, quoi. Et moi, j'ai une boîte qui fonctionne super bien, j'ai une équipe Attendez, géniale. le dernier qui a dit ça, c'était Dupond-Moretti, Ouais, puis quelques on dit mois ça à après. chaque fois. Mais non, moi j'ai vraiment envie. Par contre, c'est vrai que s'il y avait un grand chantier de la santé comme il l'a déclaré et que je pouvais exposer ce que nous on préconise, ce genre de choses, je trouverais ça super intéressant. Ce serait au Mais pro bono, hein, je veux dire, comme ça, on vient, on monte des slides et on dit voilà ce qu'on trouve intéressant. Attention, ça, vous ça allez être très comme bien. McKinsey. Bah, j'ai Vous pas allez honte, peut-être moi, pro bono, mais vous prendre des scuds derrière, si jamais... L'avantage qu'on a fait, c'est que nous, c'est ce que je dis dans le livre, vous savez, au début, c'est drôle d'ailleurs, parce que quand je propose mon modèle au ministère de la Santé, première chose qu'ils me disent, c'est « Ah non, attendez, vous voulez être rémunéré, parce que nous, on ne peut pas vous rémunérer. » Première chose qu'ils m'ont dit, « Non, non, vous inquiétez pas, on ne veut pas être rémunéré, on fait ça gratuitement. » Malgré ça, on n'a pas pu travailler avec les équipes publiques, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils mettent un mur entre eux et nous, mais on est passé par les médias et finalement, c'est très bien passé. Mais participer de façon pro bono à ces réflexions, c'est intéressant, parce que quand vous travaillez toute la journée sur le système de santé, au bout d'un moment, vous voyez des choses, quoi. Vous voyez, mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez bien quand même ce genre de choses, que les intérêts des uns des autres, c'est pas l'intérêt de tout le monde, quoi. Et ça, c'est des analyses que vous avez envie de pouvoir partager avec ces gens-là. Revenons un instant sur la peur, puisqu'on se demandait si elle n'avait pas été quand même à l'origine de plein de décisions de la part du gouvernement de manière peut-être un peu excessive. Est-ce qu'il n'y a pas de véritable raison pour certaines personnes, en particulier les personnes âgées, d'avoir peur? De la Covid ? Ouais, aujourd'hui, encore. Si, c'est une maladie qui reste pour certaines personnes dangereuse. Mais comme la grippe. Hein. Même vaccinée encore pour les personnes âgées? C'est à l'échelle d'une grippe. Mais chaque année, la grippe tue un certain nombre de personnes très âgées. Donc ça, c'est un des enseignements de la crise. C'est qu'à l'arrivée de l'hiver, quand vous avez plus de 75 ans notamment, il faut que vous fassiez très attention à la grippe, à la Covid-19 et même au pneumocoque. Et ces 3 vaccins qui existent, et je ne vois pas pourquoi vous ne les feriez pas. C'est gratuit. Vous pouvez aller les faire maintenant bientôt dans les pharmacies. Pourquoi vous en priver? À l'inverse, obliger des jeunes à se vacciner contre la Covid alors que le risque il est quasiment nul, je vois pas l'intérêt. Martin Blachier, on va arriver bientôt au terme de ces 2 heures d'émission, hein. C'est incroyable comme le temps passe vite. Alors, il y a quelque chose qu'il faut vous reconnaître aussi, alors je ne sais pas si c'est dans le bon ou le mauvais sens, mais en tout cas pour moi c'est plutôt dans le bon sens. On a vu vos positions quand même, enfin certaines de vos positions évoluer au cours de cette crise, on est d'accord là-dessus. D'un médecin de plateau de télévision, entre guillemets, vous êtes devenu de plus en plus critique, hein, et votre voix de plus en plus divergente. Comment vous expliquez quand même que sur bien des points, il y a eu une évolution? Est-ce que vous avez changé? Ou est-ce que c'est la doxa qui s'est de plus en plus détournée de la réalité? Quel a été le déclic, en dehors du fait, ironiquement, que je disais votre entourage? Le déclic, c'est le zéro Covid. Honnêtement, quand j'ai commencé à voir des scientifiques, genre Dominique Costagliola, qui est quand même une épidémiologiste, enfin voilà, je l'adore pas, je trouve qu'elle a toujours une réputation au-delà de ce qu'elle valait vraiment scientifiquement. Mais quand même, quand je la vois défendre le zéro Covid, je me dis, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête à ces gens-là, quoi? Comment ils peuvent vraiment penser qu'il va y avoir une stratégie qui va consister à enfermer les gens chez eux pendant plusieurs semaines à chaque fois qu'il y a 3 cas Covid qui sortent? Et là, je me suis dit, ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Ils sont dans une... Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, les conspis, je pense qu'ils sont fous. Eux, je pense qu'ils ont été fous à un moment. Ils ont perdu la tête, quoi. C'est-à-dire quand Karine Lacombe, Gilbert Deray, Gilles Pialou, Dominique Costagliola venaient défendre le zéro Covid, là, je me suis dit, attention. Ces gens-là peuvent vraiment nous mener à la catastrophe. Et c'est ce qu'ils auraient pu faire. Et là, je me suis dit, j'arrête de donner dans la nuance, à essayer d'être sur la ligne, et je vais complètement m'opposer à ces gens-là. Et c'est l'immersion de cette théorie-là, et Flao aussi, hein, qui est considéré comme un mec hyper fort de l'épidémiologie, il a défendu le zéro Covid. Pendant très longtemps. Maintenant, il fait des tribunes pour dire, ah voilà, zéro Covid, c'était peut-être pas une si bonne idée, tout ça. Mais ça a été quand même quelqu'un qui a essayé de le pousser, et de force. C'est pas des gens qui l'ont juste... dire voilà, il y a cette théorie qui existe. Ils ont essayé de l'imposer au gouvernement. Je me souviens de Dominique Costagliola qui faisait des tribunes en parlant de Macron le criminel. Le criminel de ne pas faire du zéro Covid.
Et là, je me suis dit, hein, ces gens-là, il faut que je me pose frontalement à eux. Et c'est là que j'ai commencé, et les gens m'ont identifié du coup comme un anti, mais en fait, j'étais un anti ce groupe de personnes-là. Et justement, aujourd'hui, vous avez la sensation d'être un petit peu en marge de la communauté scientifique ou médicale ? On l'a toujours été. Maintenant, je peux vous dire que quand on travaille sur des sujets précis avec des médecins qui sont très spécialisés, on travaille main dans la main et on fait des trucs exceptionnels et on est dans un respect mutuel. Et d'ailleurs, les médecins qui sont très forts, il y en a plein en France, notamment en cancérologie, sont très loin du type de personnalité des médecins qu'on voyait sur les plateaux. Parce que les médecins qu'on voyait sur les plateaux, c'était pas toujours les stars, les vraies stars de la médecine scientifique. C'était plutôt les stars de la médecine politique. D'ailleurs, quelqu'un comme Karine Lacombe, aujourd'hui, sur son compte Twitter, elle a Pray for Ukraine, machin, ce genre de truc. Donc, vous voyez le genre de personnalité. C'est évident que ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que maintenant, elle se met à parler de l'Ukraine, voilà. Donc, c'est des médecins qui sont sortis de leur rôle de médecin, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnalités qui veulent exister sur tous les sujets. Et c'est pas ce genre de gens avec qui on travaille. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites là, parce que autant vous disiez que vous aviez un rôle médecin au sens général, statisticien, enfin, vous n'étiez pas dans un service. À un moment, on avait envie de se dire, mais les urgences, c'était BFM, quoi. C'était les plateaux d'LCI, c'était les plateaux des chaînes info, quoi. Ils étaient où au moment des pics dits épidémiques on les voyait tous sur les plateaux mais non, télé. Mais pas tous, en fait. Vous savez, des médecins, il y en a énormément. Voilà, moi, je connais, par exemple, plein de réanimateurs ultra forts, notamment les pères de certains copains. Je les appelais, ils étaient à des kilomètres de ceux qu'on voyait, des 3 urgentistes qu'on voyait sur les plateaux télé. Je veux dire, c'est encore une fois, ces gens-là sont les quelques médecins un peu politiques qui ont des ambitions, eux, d'avoir des fonctions. Je pense que quelqu'un comme Karine Lacombe, elle ne cache pas d'avoir certaines ambitions politiques. Donc elle s'affiche, il faut qu'elle remplisse toutes les cases pour être une personnalité publique. Mais c'est pas ça la médecine de pointe française. Heureusement, c'est pas ça. Il y a beaucoup, beaucoup mieux. Mais on la voit pas. Quel regard vous portez aussi avec le recul sur cette politique, cette fois du pass vaccinal puis du pass sanitaire imposé coûte que coûte par le gouvernement ? Le pass sanitaire, moi j'étais pour l'obligation vaccinale de la population âgée. Faut bien comprendre que j'étais assez extrême sur la vaccination pour les raisons du poids qui pesait sur la population jeune. Moi, ma priorité c'était de libérer la jeunesse. Et je pensais que la population âgée devait se vacciner pour libérer la jeunesse. Le pass sanitaire, c'est une solution un peu en même temps à la Macron. Ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu chez lui, pour le coup. Il y a une motivation d'abord politique avant d'être sanitaire. Mais bien sûr, le pass sanitaire, c'était pour pas faire de l'obligation vaccinale. Ça avait le côté tech qu'il adorait avec les applications du téléphone. Ça permettait de pas mettre le mot obligation. Ça passait au Conseil Consti. Tout ça, c'était très bien pour Macron. Et il était super content. En plus, tout le monde a dit « Ah, il est tellement fort. Regardez, limité dans l'Europe entière. » Il n'en pouvait plus. Et c'est ce qui l'a fait monter dans les sondages. D'ailleurs, c'est là, la vraie envolée de Macron, c'est sur le pass sanitaire. Après, le pass vaccinal, c'était une méga connerie. D'ailleurs, ça l'a fait baisser. Ça l'a entraîné à dire « j'emmerde les Français » et tout. Donc, j'ai entendu ça, je me suis dit « putain, mais parfois, il peut être décevant quand même ». Mais visiblement, bon, ça n'a pas trop joué. Est-ce qu'il y a eu l'Ukraine derrière qui l'a fait remonter voilà, le pass vaccinal, c'était une connerie qui a probablement été soufflée par Véran, à mon sens, qui, comme je vous dis, n'est pas toujours le plus avisé sur la réflexion. Et donc, ils s'en sont sortis parce qu'ils ont réussi à le sortir rapidement. Et d'ailleurs, il en est sorti là. Et moi, j'ai du mal à croire que ce sera remis sous cette forme-là. Je pense que ce sera plutôt des incitations vaccinales importantes, mais ciblées. D'ailleurs, les rappels vaccinaux qui sont faits en ce moment, le deuxième rappel, l'AMM, elle a été demandée que chez les plus de 65 ans aux États-Unis. Donc, on voit qu'on est en train de dériver vers une stratégie ciblée, puisqu'on a bien compris qu'on n'arriverait pas à empêcher ce virus de circuler avec des vaccins. Et la levée de toutes ces mesures, là, juste là, comme ironie de l'histoire, au hasard, juste avant l'élection présidentielle, bon, pas un peu fort de café, ça, non ? Non, c'est... Si vous étiez à sa place, vous feriez quoi ? Non, mais c'est de la politique, quoi. Ah oui, c'est de la politique, mais la politique, ça existe. Ouais. Voilà. Donc là, on n'est pas conspirationniste, quoi. Ah bah non, mais ça, c'est pas de la conspiration, ça, c'est... Non, mais bon, il y a voilà. une différence entre une petite manœuvre politique et l'idée de penser... Électoraliste, c'est ça que je veux dire. Électoraliste, évidemment, et l'idée de penser que ce complot a été prémédité par Bill Gates, qui était en lien avec le Parti communiste chinois, et qui ont inventé un truc pour asservir les peuples avec des passes, quoi. Voilà, ça, c'est du conspirationnisme. On va arriver vraiment au terme de l'émission. Qui ferait un bon ministre de la Santé, selon vous, si c'est pas vous ? Oh,
Je pense que pour travailler avec Macron, il faut une personnalité qui soit discrète. Donc, pas quelqu'un comme moi. Effacé, qui soit disruptif un petit peu, et qui soit un peu moins corporatiste que Véran. Voilà. Je pense que Véran n'a pas été le pire, mais il n'a pas été extraordinaire. Beaucoup trop corporatiste, pas assez de vision. Et je pense qu'ils ont des gens dans leur parti qui feraient bien ce job. Et il faut aussi quelqu'un qui accepte de se faire taper dessus. Parce que les réformes qu'il va falloir faire pour changer le système de santé, ça va déplaire. Donc c'est quelqu'un qui quittera son mandat avec beaucoup d'ennemis. Donc ce soit quelqu'un qui soit prêt à quelque part se sacrifier son image pour améliorer le système de santé au détriment de sa notoriété, un peu un Gerhard Schröder de la médecine française, qui ferait les réformes nécessaires et qui après s'en irait et dirait j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis après les gens continueraient à dire oh là là, c'est une catastrophe, il nous a tué le système, mais en fait il l'aura sauvé. Dernière question, Martin Blachier, justement, elle revient à ce dont on parlait tout à l'heure un petit instant, donc de nos aînés. Moi, je préfère ce terme à personnes âgées. Pour finir, j'aimerais vous interroger sur votre point de vue, donc sur la polémique qui a fait rage. C'était il y a quelques semaines, hein, j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure à propos des EHPAD. C'était suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs. Quel est votre regard là-dessus? C'est un scandale, on est d'accord selon vous? Le très grand âge, c'est vraiment un des sujets de demain. Et ça c'est un des grands sujets à traiter. Donc vous dites à la fois qu'il faut s'occuper plus des jeunes, mais en même temps... Non, attendez. Ce que je dis, c'est que il va y avoir un problème de soutenabilité de tout ça. C'est-à-dire qu'on a une telle masse de population qui va arriver au très grand âge, dans des situations de dépendance, qu'on a quasiment un problème de soutenabilité globale du système. Vous savez, on parle souvent les retraites. Est-ce qu'on sera capable de les payer? Ça veut dire que le système peut s'écrouler. Peut s'écrouler. C'est énorme. C'est un fardeau qui est énorme. Et donc, il va falloir s'en occuper. L'attaquer de cette façon-là, c'est intéressant. Évidemment, il fallait le faire. Mais pour moi, le sujet, il est ailleurs. Le sujet, il est comment, collectivement, on va être capable de s'occuper des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui vont être en situation de dépendance. Et de leur redonner de la dignité. Et de le faire bien. Et qu'on puisse le faire. Je vais vous donner un exemple. En Allemagne, les personnes très âgées dépendantes, on les envoie dans des maisons de retraite, très souvent en Pologne ou dans les pays de l'Est, parce que la main-d'œuvre est moins chère, parce qu'ils ne peuvent pas les faire institutionnaliser en Allemagne. Institutionnaliser quelqu'un qui est dépendant, ça coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Comment vous faites quand il y en a des centaines de milliers, voire des millions? Et donc, il faut tout inventer. C'est une invention qui est technologique, je pense que ça passera par la technologie. C'est une question de ressources humaines. Où vont être les ressources humaines? Donc je veux dire, même par exemple, la politique migratoire doit être définie en fonction de ce sujet-là. Parce que c'est très souvent des gens issus de l'immigration. Donc en fait, c'est un sujet qui est connecté à tous les autres sujets de la société française, qui est un sujet beaucoup plus important qu'on ne voit et qui arrive par un peu un buzz, mais qui ne doit pas occulter le fait que c'est un sujet majeur et qu'il faut s'en occuper maintenant, parce que sinon c'est un drame qui va se passer. C'est un drame parce qu'on ne va pas savoir quoi faire, qu'on n'y arrivera pas, et qu'il va y avoir un drame sanitaire, social, politique. Et donc, c'est un sujet qui est vraiment majeur. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est vraiment occupé beaucoup d'eux pendant cette crise, et puis au final, on les délaisse dans ces lieux où il y a apparemment de la maltraitance. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Il y a le problème de probablement des gens qui n'ont pas bien fait, mais de toute façon, on ne pourra pas institutionnaliser les millions de personnes qui vont arriver en situation de dépendance. Donc ces gens devront être maintenus à domicile, déjà parce que c'est mieux, ça permet d'être autonome plus longtemps. Parfois, c'est plus possible. Et dans ce cas-là, comment on s'organise avec des visites de gens à domicile? Et est-ce qu'on ne peut pas utiliser certaines technologies? Moi, par exemple, j'ai travaillé avec des entrepreneurs qui travaillent sur des robots qui permettent de détecter les chutes au sol, de détecter la température, de détecter avec des caméras si la personne est bien ou s'il faut prendre des nouvelles, de répondre au téléphone. Voilà, il y a plein de choses à inventer parce que ces gens-là, il faudra qu'on arrive à s'en occuper, il faudra que ce soit soutenable. Donc, il faut ouvrir ces chakras, penser large et pas uniquement à l'habitude française, dire il y a un scandale, c'est très... Oui, dans ce cas-là, il faut corriger, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, en tout cas. Il faut ouvrir ses chakras. Hein. Merci beaucoup, Martin Blachier, de nous avoir accordé ce très long entretien. Hein. On était ravis de l'avoir avec vous. Et puis, je le dis toujours, moi, je donne la parole à tout le monde ici. Donc, il y en a peut-être que ça aura surpris, mais je considère que c'est le rôle, mon devoir aussi. Donc, je rappelle donc votre livre, Méga Gâchis. On va le voir s'afficher à l'écran. Histoire secrète de la pandémie, donc paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Quant à nous, on se retrouve très vite. Très bonne fin de soirée. Comme je le dis chaque semaine, eh bien, restez incorrectibles. Take on the world.